Nous sommes mardi 1er novembre 2022. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous regarder chez vous à la maison. Bienvenue dans le Grand Talk. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Élisée Bolougbe. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Bah ouais. Il y a quelque chose de changé là où vous êtes. Ah bon, hein? Ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de changé. Ah, c'est vrai. Ah oui, ouais. c'est votre fond. Oui, c'est- bien sûr, c'est votre fond, ouais. Ah Depuis oui. qu'on a fait le lien avec votre tenue, donc le fond a changé. Heureusement, ils ont constaté à le changer parce que finalement, Exactement. je rentrais dans le décor là. C'est le cas de le dire. Sa Majesté Daouda est avec nous ce soir. Salut Brice. Ça va Daouda? Ça va Il faut que tu super fasses bien. la Et oui, franchement. Oui, ça ça, manque. j'ai oublié ça par contre. Le V de la victoire. Voilà, Et c'est le V il de faut la arrêter de victoire. porter des rideaux pour venir en studio. Voilà. Tu vas te confondre. À qui s'adresse? Personne. J'ai parlé. Qui s'adresse? J'ai parlé. Rihanna, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. et Vous toi, êtes en Brice combi, ça se voit Ouais, je suis en pas combi. La dernière fois, c'était noir. Je pense que tu as déjà fait tous les commentaires que tu avais à faire. Ah bon, sur Donc la là, noire? c'est tout Ok, simplement donc ça en va, blanc. je c'est ferai bon. pas de commentaires sur la blanc. Ouais, Ok, merci beaucoup. merci. Ça va? Bonne fête à vous. Bon 1er novembre à vous. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice, comment ça va? Ça va, vous êtes en costume? Oui, j'arrive un peu du champ. Fait pas chaud? Ça va. Ça va. C'est bien, je garde ça pour moi. C'est la fête d'Alain, là. Oui. Oui, Alain. Ah oui? Toussaint. Pourquoi? Toussaint. Aujourd'hui? Oui. Le 1er novembre? Ouais, Ah, je savais pas c'est remarqué. la Toussaint. Ah oui, c'est vrai, 1er novembre. Ah, Alain, quand même, Oui, je c'est me vrai. disais Alain Toussaint quand même. Ben, parce C'est le que- premier. Et sans jeu de mots en plus, ça Non, serait non, bizarre. Oui, c'est sans jeu de mots, oui. Oui, d'accord, je comprends mieux. Mes enfants m'ont dit ce matin, bonne fête. Je les ai regardés bizarrement. J'ai dit, bon, ceux-là, faut qu'il aille Qu'est-ce qu'ils ont se fumé? recoucher. Ah oui, on est 1er novembre. 1er novembre, Ah, c'est formidable. c'est ça. Ben, merci alors. Madame Bleu, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. Oui, Ok. J'aime toujours autant vos lunettes. Voilà. merci, c'est gentil. Je vous en prie. Je vais en changer encore pour Voilà. le prochain jour. Ah, d'accord. Pour mon plus grand plaisir, à la demande générale du public. Absolument, absolument. Et comme dit le dicton, femme à lunettes. Femme à lunettes. Oh là là Merci, Beko. Alain, Oh, je vous en prie. tu n'es pas tout ça. Ah oui. Après, je, Ah vous oui, demandais- pas mal. je voudrais demander un proverbe avec lunettes dedans. On ne sait jamais. Écoutez. Bon, il y a le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran. Parce qu'on souhaite quand même, pour ce jour férié, vous êtes à la maison. Et il faut nous appeler au numéro de téléphone qui va s'afficher. Ça, c'est mon nom qui s'affiche. Mais sinon, après, il y a le numéro de téléphone qui va s'afficher. Bon, j'aurais pas pu commencer cette émission sans quand même faire un coucou très particulier. Je garde le meilleur pour la fin. Chouchou, hein, de nous. Kevin Aubin. Bonsoir, Kevin. Comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va et toi? Ça va, ça va. Bonsoir. Et justement, par respect pour les couleurs que vous avez, on a décidé de vous proposer une chanson From Nigeria et ça donne ça. Le drapeau du Nigeria, j'avais pas remarqué. Sur le coup, c'est vrai que j'avais pas remarqué aussi. T'as fait le lien. Je cherchais le lien, mais bon. Ouais, si, nous, on y a pensé. Ouais, On t'as pense l'air souvent à très vous. averti. On pense souvent à vous. Ah, C'est une chanson de whisky, Yeah. c'est ça? Ah ouais? Ouais, Ça a été mon premier coup de cœur C'est ça. dans les chansons de Wizkid. c'est vrai. Ah oui. Mais vous connaissez le titre? Ojo Elegba. J'espère que je C'est vraiment prononce un bien coup de pour la cœur, c'est ça. communauté nigérienne. Ça faillit du baoulé, Dieu les bas. Bonjour les gars. Vous les gars aussi, ça marche. Mais bon, j'ai pensé pour cette grande révision à vous faire découvrir une jolie chanson. Elle est du groupe Révolution, ça va faire plaisir à Élisée Bolougbe. Pour moi, c'est l'un des groupes musicaux les plus prolixes, les plus créatifs, les plus talentueux de Côte d'Ivoire. Et j'ai découvert sur cet album-là une jolie chanson qui s'appelle On doit se parler. Je vous permets d'écouter un extrait de la chanson et vous comprendrez. C'est une jolie chanson, on doit se parler. C'est mardi, on peut se donner conseil. C'est pas... Non, Mais tu es en dispute avec quelqu'un? Non. Tu penses à quelqu'un particulièrement? Non, non. J'ai juste découvert une chanson justement que je conseille à ceux qui sont en dispute avec d'autres personnes. Pour dire, il faut communiquer, il faut parler dans tous les cas, il faut communiquer. Le titre, c'est On doit se parler. C'est sur l'album, le dernier album, Boîte automatique de la formation. Donc, petit mot. Puis je veux dire joyeux anniversaire
Armel. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Armel. Sur ce, messieurs, Féminin ou masculin? Armel 2LE, féminin. Merci. Voilà, merci beaucoup. Mais ça, vous faites bien Ça de me m'aurait permettre de étonné. préciser. Armel, c'était reconnu, hein, mais bon, mais là, c'est peut-être pour d'autres curieux. Oui, bien sûr, toujours curieux. Merci Alain. Bon, les amis, grande révision. Halloween. Est-ce que j'ai une photo, j'ai une vidéo? Oui, quand même. Halloween, on en parle un tout petit peu. Oui, là, c'est Cardi B qui est déguisée en Marge Gibson. C'est ça. Cardi B, rappeuse américaine. Ouais. Bon, c'est une marge assez sexy hein, pour le coup. C'est le cas de le dire. C'est Marge assez différent. 2.0. Voilà. Donc, on est en plein week-end d'Halloween. Hein. C'est le week-end, un week-end qui a été jalonné de plusieurs déguisements et de plusieurs soirées. Notre Willy Dumbo national, bon là, c'est pas Willy Dumbo, sinon ça se serait. Voilà, là, c'est Willy qui a justement consacré son émission d'hier à Halloween. Ça s'appelait le Wham Halloween, je crois. Voilà, donc il est déguisé en avatar, là, sur la photo. Il a été maquillé par Ariel Makeup, qu'il a reçu dans son émission d'hier. Et j'ai farfouillé sur Internet, mais je n'ai trouvé aucun déguisement d'une star ivoirienne ou africaine, comme quoi vous n'avez pas la culture d'Halloween sur ce continent, malheureusement. Élisée, tu t'es pas déguisée? Ben, parce que tu as donné la réponse, on n'a pas la culture d'Halloween sur ce continent. C'est simple. D'accord. Mais pourquoi La prochaine fois, je te La relance question Bon, je me suis dit que hier, c'était vraiment véritablement la date, parce que hier, c'était le 31 octobre, et justement, c'est le... D'accord. Le 31 octobre, c'est... Kevin, on a une image pour vous. Oui, franchement, c'est... Laquelle? Regardez. ok. Ça, c'est vous. Ouais, c'était dimanche soir. Je pense que Bon, c'est ça, le c'est pas pire vous, non. déguisement d'Halloween Ouais, que vous avez pu. que j'ai pu arborer, ouais. Ouais. Est-ce que je regrette? Fortement. C'est gardé dans les fichiers Voilà. du bêtisier. Ok, bon. Non, mais Halloween n'a pas eu que du bon. Hein. Halloween a aussi eu un goût amer. Hier soir, c'était vraiment hier la célébration d'Halloween. Et en France, dans la ville de Saint-Denis, des heurts ont éclaté. Des policiers ont interpellé 17 personnes. Des jeunes ont mis du feu à des poubelles. Voilà, c'était vraiment électrique. La tension était à son paroxysme entre les policiers et les jeunes de Saint-Denis. Et c'est en Corée du Sud que ça a été vraiment dramatique. 150 personnes, au moins minimum, sont décédées dans une fête d'Halloween. Il faut dire que c'était la première fois depuis le confinement que les Sud-Coréens avaient eu l'autorisation de vraiment fêter Halloween en grande pompe. Donc l'enthousiasme était vraiment à son paroxysme. Bon, Élisée a dit tout à l'heure hein, que lui n'était pas coutumier de cette célébration. Halloween, ça vous dit absolument rien. Vous n'en avez rien à cirer. Voilà. Bon, peut-être, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai rien à cirer, mais honnêtement, ça ne me dit rien. Pour la simple C'est et tout unique pareil, raison que c'est je tout n'ai pas grandi dans cette culture. Et puis, ben, tout ce qui m'a du moins entouré, voilà, mon éducation, mon environnement et autres, c'était vraiment très loin d'Halloween. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est déjà même très récemment que j'ai essayé d'en savoir un peu la signification, parce que je voyais un peu qu'à l'étranger, notamment en Europe ou aux États-Unis, on voyait beaucoup de déguisements. Je cherche à comprendre, mais ça par veut- définition, certains disent la fête la fête de la veille de la Toussaint, de la fête de tous les saints. C'est ça. Voilà, donc c'est à la veille, il y a une célébration. En fait, si vous voulez, c'est une fête qui découle du peuple celte. C'est un peuple aux origines indo-européennes. Et le 31 octobre marquait la fin de leur calendrier. Donc le 31 octobre, c'était la fin de l'année celte. Et c'est par la force des choses que c'est devenu Halloween. Et que justement, le 31 octobre... Il y a beaucoup de connotations. Pour certains, c'est une forme d'ouverture de passage donc, entre l'au-delà et le monde Oui, c'est ça, c'est la fête des morts. Voilà. Les Celtes, justement, célébraient leurs morts avec, justement, ils organisaient des buveries, des festins. Et puis, voilà, ils célébraient C'est ce qui les justifie morts. donc qu'on voit souvent des déguisements qui sont en rapport un peu avec tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est... Mais c'est pour ça que je m'étais Euh, déguisé en combien, tu l'as pas su. Non, là, c'est pas c'est encore. pas En l'occurrence, combien c'est Tous pas hommes combien. combien C'est En ça, l'occurrence, combien c'est pas combien. Ça, c'est pas Non, combien. à la base, je voulais me Ça, c'est déguiser en Satan. Lucifer. Et ça virait au combien j'ai pas compris. Bon, moi. c'est- Non, mais combien avec... Même quand non, j'avais non, déjà porté l'habit, j'étais obligé de partir avec. C'est vrai que Halloween c'est pas culturel, ça n'appartient pas à notre culture. Comme tu l'as dit, peut-être pour ceux qui ont étudié à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger et qui ont grandi à un moment donné dans cette culture, ou bien qui ont découvert cette culture pendant un moment, ils sont habitués à la fêter. Mais ici, c'est vrai que c'est nouveau. Mais on parle de déguisement. Et quand on parle de déguisement, il y a le Mardi Gras. Je pense que le Mardi Gras, nos enfants, dès la maternelle, célèbrent cette fête qui précède le jeûne chrétien. Et donc,
on a toutes sortes de déguisements aussi pendant cette journée du Mardi Gras, ou bien pendant toute une semaine, on a aussi des déguisements. C'est vrai que ça n'a pas de référence à la mort, peut-être comme Halloween, mais je pense qu'on parle de déguisement aussi, hein, c'est pareil, on voit beaucoup de déguisements. Mais vous faites en même temps la police, le gendarme et ses valeurs. Vous dites déguisement, pas n'importe lequel. Il y a des célébrations, vous avez des déguisements. Non, mais on a aussi des déguisements de tout type pendant Halloween, le Mardi Gras. Pour le principe. Oui. Moi, j'ai vu les gens sortir du contexte, en tout cas. Pour Mardi Gras et Halloween, c'est pas le même type de déguisement. Non, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas la même connotation. On parle de la célébration Non, mais attention, à Halloween, on voit des gens se déguiser en médecin, on voit des gens se déguiser en ange, en pompiste. C'est pas ça le principe de base, on est d'accord, mais en fait, on le voit de plus en plus. C'est devenu plus un truc où il faut se déguiser. C'est vrai que ce n'est pas culturel, mais finalement, quand on dit culturel, on se retrouve avec nos enfants, dès le primaire, qui célèbrent, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, qui sont en déguisement pour célébrer Que pensez-vous de cette célébration d'Halloween? Le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Si vous avez un ou deux avis à nous donner, on est preneur. Sur le plateau d'Aouda, je vous ai pas entendu. Moi, ça ne me dit absolument rien parce que j'estime qu'on est en train de prendre la culture des gens ailleurs pour l'envoyer chez nous. Personnellement, c'est mon opinion, je suis contre. Ça s'appelle une ouverture sur le Voilà, monde. si tu veux, tu es libre de t'ouvrir, moi je suis libre de me renfermer. J'ai au moins ce droit. Dis comme ça. Voilà, et je pars de ce principe qu'aujourd'hui, on a vu une certaine radio en Côte d'Ivoire ici qui nous a bombardé des années durant avec cette histoire de Saint-Valentin. Finalement, quand le 14... Quand le 14 février s'approche, on devient tous les hommes, dont moi, on est tous stressés. Parce qu'aujourd'hui, le 14, franchement, c'est devenu la fête de l'amour par excellence parce qu'on nous a bombardé avec ça. Avant, on ne connaissait pas tout ça. Sincèrement, vous allez le reconnaître, ça vient d'ailleurs. Et moi, je suis peut-être ouvert un peu, mais pas trop. Voilà, c'est mon avis. Très bien, on a noté. Bon, franchement, j'ai des enfants, effectivement, qui parlent d'Halloween, mais pour moi, c'est une célébration commerciale, c'est tout. Pour vendre des déguisements, des friandises comme le Mardi Gras. Et des bêtises de ce genre-là. Comme le Mardi Gras, c'est vrai. Comme le Mardi Gras et même la Saint-Valentin. Il dit, voilà, tout ça, c'est du business. Ils vont plus loin même. Quand le Mardi Gras dont tu parlais, mais carrément, on oblige même carrément nos enfants à trouver les déguisements. Et les écoles, en fait, vont faire sortir plein d'argent aux parents, en plus de beaucoup de frais qu'on paye. Non, franchement. Non, franchement, c'est abusé. Non, c'est pas abusé. Tu es totalement dans l'extrême. C'est pas l'extrême. C'est pas l'extrême. Arrête. Quand on te dit, non, il faut habiller, on te dit, habille ton enfant en policier, habille ton enfant en policier. Je vais revenir à vous tout à l'heure. J'ai un téléspectateur. Eloge, bonjour. Allô? Ça fait quand même un peu de calme sur le plateau. Eloge, bonsoir, vous nous entendez? Je vous vois à la maison. Est-ce que ce n'est pas un fantôme qui appelle? C'est Halloween. J'espère que non. Vous nous entendez, Eloge? C'est ça. Ah, quand même. Une voix de l'au-delà. Arrêtez, Alain, vous faites peur. Vous nous entendez? Qu'est-ce que vous pensez d'Halloween, vous? Vos enfants célèbrent Halloween? Vous célébrez Halloween, vous? Non, moi, il n'y a pas rapport. Ah, je vous avais prévenu. Hein. Allô? Oui, bon, Eloge, j'essaie. Oui? Je vois ça en bêtise. Je ne sais pas, je crois que Eloge ne nous entend pas très bien. Je vois ça en bêtise. Hein. Il voit ça en bêtise. D'accord. La liaison n'est pas très bonne, Eloge. Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît. On va. Voilà, donc on a retenu, il voit ça en bêtise, ça c'est le mouvement des Blancs. Non, parce qu'en même temps, tout à l'heure, on était en train d'évoquer quelque chose qui était... Est-ce que c'était culturel? Donc, Élisée estimait que ce n'était pas dans son environnement, ce n'était pas dans sa culture. On est d'accord que c'est une célébration qui est importée. Ce n'est pas dans la culture africaine, ivoirienne, bon, enfin, c'est vous qui voyez. Mais après, Kevin Aubin, par exemple, vous évoquez la question de l'ouverture sur le monde. Oui, mais puis même au-delà de l'ouverture sur le monde, c'est aussi justement un moyen pour avoir justement une ambiance assez fraternelle avec ses amis. Et puis c'est surtout du ludisme, c'est pour se détendre, hein. C'est pas forcément Daouda, faudra un peu te décoincer, c'est pas non plus... Je t'avais jamais dit que je suis coincé. Bah, ça en a tout l'air. Non, il te prouve. Parce que dernièrement, Brice, il est en train de parler, mais pas ils estiment que je suis coincé, mais on a une de nos consoeurs qui a habillé son... Nessindri, qui a habillé son enfant en combien en Côte d'Ivoire ici, mais la toile lui est tombée dessus comme un fracas, parce qu'elle a habillé son enfant en combien. Mais des gens s'habillent en mort, en plein de choses, il n'y a rien, on est tous contents. On ne s'habille pas qu'en mort. Et
tu parlais de Comian. Pendant Halloween, il y a des enfants qui sont déguisés en policiers, qui sont déguisés en médecins, qui sont déguisés en sage-femme. Allez-y, Rihanna, dites-nous quelque chose et on termine là-dessus, s'il vous plaît. Tout est une question de mentalité. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué dans un milieu où, si vous voulez, moi, de ma foi, je ne suis pas forcément en accord avec les valeurs que véhicule la célébration d'Halloween en elle-même, mais c'est un moment que je peux partager avec des amis, je peux très bien me déguiser, parce que je sais que je n'y crois pas forcément et que c'est un jeu, bon, c'est de l'action. En fait, c'est juste de la convivialité, exactement. Rien de plus, quoi. Donc, en fait, c'est comme, par exemple, quand on dit Noël, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais je veux dire, Noël, c'est très bien exporté. Par exemple, c'est une fête aussi. À la base qui est catholique, qui a une signification catholique. On a des musulmans qui célèbrent Noël. Donc, ce que je veux dire, c'est que certaines célébrations, même si elles ont des valeurs et des principes fondamentaux, ce qui dérange certaines personnes, c'est la connotation de cette célébration. C'est la connotation de cette célébration avec la mort. Oui, si on n'est pas d'accord, on a le droit de Je parle avec Dorian. Rien avec votre permission. Célébrer, oui, bien sûr. Merci, madame, vous êtes gentille. Allô, Dorian, bonsoir. Pendant que sur nos pages des réseaux sociaux, eh bien, Dorian, vous nous entendez? Vous nous entendez, Dorian? La liaison est mauvaise. Hein. Dorian nous appelle le Yopougon. C'est loin, Yopougon. Hein? Oui, bonsoir, oui. Vous nous entendez? Ça va? On vous entend bien? D'accord. Qu'est-ce loin de son poste, en fait, parce qu'on entend la télé. Éloignez-vous un peu de votre poste de télévision pour qu'on puisse bien vous entendre, s'il vous plaît. Oui, c'est bon maintenant? Très bien. D'accord. Je suis à l'écoute. Juste vous faire un coucou à vous et les membres du plateau. Je regarde votre émission chaque soir avec mon grand-père. Je fais un coucou à Kevin Aubin, à Rayana Assi et Élisée Boloube. Ça, c'est le grand-père. C'est le grand-père qui a dit Élisée Boloube, on l'a entendu. Merci au grand-père, au passage. Il a dit je veux côté Élisée. D'accord. Merci, Dorian. Vous célébrez Halloween? Vous avez célébré Halloween? Non, pas vraiment. D'accord. Non, à Yopougon, on n'est pas très... Non, c'est pas ça. Comme a dit Kevin, à Yopougon. Ah bon, on n'en sait pas Halloween. J'habite Yopougon. Voilà. Les fêtes de génération, les fêtes de génération. Voilà, ça c'est plus... C'est ce qui est plus intéressant à Yopougon, ça. Merci, Dorian. Merci aussi à votre pépé. D'accord, portez-vous bien. Bonne soirée. Merci, Bye. ciao. Très bien. Bon, alors, Yellow Inos, ou Ainos nous dit la fête des ignames, c'est la fête des générations. Il parle de ça, lui. Bon, allez, les amis, un petit coucou, donc, en tout cas, ce petit point concernant Halloween. Notre vidéo du jour, alors, regardez, on la commande juste derrière. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais ici, le tronçon ici à Daloa, c'est 41 km. 41 km, je fais 2 heures. Je dis bien 2 heures pour arriver à Daloa. Tellement la route, elle est en mauvais état. C'est pas la peine. Comment 41 km, quelqu'un peut faire 2 heures? C'est vrai. Bon, papa, vrai, hein, c'est vrai. On a dit, on a fait tout ce qu'on veut. On a dit, on ne mange pas goudron. Mais voilà la réalité. Alors, ici à Daloa, 41 km, 2 heures 49, en voiture. Quelqu'un m'a dit, avant je faisais ça en 25 minutes et là je suis obligé de faire ça en 2 heures aujourd'hui. État de dégradation avancé de la voie, Élisée. Ouais, ben, quand vous l'écoutez, bon, on n'a pas toute la vidéo, hein, mais si vous écoutez toute la vidéo, c'est vraiment un cri de cœur. Mais quand on voit déjà tout ça, on voit... Le souci même, ce n'est pas juste même les camions qui vont en souffrir ou les véhicules qui vont en souffrir, mais au-delà même de ça, c'est la question de sécurité que ça met en effectivement. Surtout la question de sécurité, parce que ça, c'est des tronçons propices déjà même pour les coupeurs de route. Parce que là, vous êtes obligé d'aller le plus faiblement possible. Donc vraiment, vous devenez des proies faciles même pour les coupeurs de route. Mais à côté des accidents... Moi, j'ai des amis qui se sont fait braquer sur cette voie à pied. Ils disent que les braqueurs, les coupeurs de route, là, ils sont venus à pied avec leurs armes. Parce que vous ne pouvez pas aller, ils ont le temps de marcher. Non, mais là, même si on te braque, même si tu appelles les forces de police, ils n'en ont pas pour au moins 40 minutes, voire 1 heure même avant d'arriver. Donc, celui qui t'a braqué, il a tout le temps de partir. Là, la voie est complète. Et les accidents, on n'en parle même pas. Ça veut dire que tout ce qu'on peut subir, 41 km en 2 heures, c'est calvérique. C'est de ça qu'on parlait ici il y a quelques semaines, si vous vous rappelez. Et je le disais, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits. Ça, personne ne peut le nier. Il suffit juste de tourner à Abidjan, même de sortir d'Abidjan, aller peut-être au nord, vers le nord, prendre l'axe jusqu'à Korogo ou à Bundiali ou au Mali, à l'Aix exactement. Et je le disais ici, j'ai dit quand on arrive à la limite, à la lisière du pays BT, ça devient plus compliqué. Mais voilà un témoignage vivant. Et c'est ce que je disais la dernière fois ici. Ça, c'est ici à Daloa, 41 km. On fait 2 heures de route. Mais il y a un problème.
Et Daouda, vous Bon, disiez... en fait, je disais ici que quand tu sors d'Abidjan et du Grand Abidjan, il y a un problème de voirie. On m'a dit que je ne voyage pas assez. Mais bon, j'ai pris. Mais je pense bien que l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler. Et dans ce but-là, ils ont commencé beaucoup de travaux, notamment au niveau de Yamoussoukro, Bouaké, Daloa et autres. Je pense que ces routes-là, ils ont entendu sûrement le cri des cœurs. Mais surtout, moi, ce que j'ai aimé chez le monsieur, parce qu'ayant regardé toute la vidéo, il a dit que c'est vrai, on a dit qu'on ne mange pas goudron. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est grâce au goudron que la nourriture peut quitter dans les bas-fonds, dans les villages les plus reculés pour venir en ville et venir à Abidjan pour qu'on puisse tous manger. Donc, en gros, goudron, on peut manger le goudron en fait. Et je pense qu'il faut relayer beaucoup cette vidéo-là pour que les pouvoirs publics puissent voir pour ce qu'on appelle ça, pour régler le problème de la route de Isia Daloa. Kevin Alain et Rayana et Madame Bleu. Bon, quand on regarde la vidéo dans son entièreté, elle est assez drôle, hein, surtout. C'est parce que là, on l'a coupée, mais justement, ça supplique à l'endroit du... Elle est longue quand même. Elle est longue, 4 minutes, je crois. 4 minutes, justement. Donc, ça supplique à l'endroit du gouvernement est assez drôle. Il n'est pas vindicatif, il n'est pas insultant, donc c'est tout à son honneur. Et c'est bien, justement, de dénoncer comme ça. Mais moi, par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu gêné. Quand j'ai regardé la vidéo qui dure 4 minutes, c'est quand il rappelle que c'est une route qui se situe en pays BT, et il dit un truc du genre, monsieur le président, nous les BT, on a trop la bouche, on a dit pendant des années qu'on ne mangeait pas de route, mais pardonnez, on s'excuse. Je veux dire, je pense que le président de la République est le président de tous les Ivoiriens, quoi. Cette route n'est pas une route BT, il n'y a pas de route BT, il n'y a pas de route Senfo. Je ne pense pas que le ministre de l'entretien routier, le ministre Amédée, classe les routes en fonction des groupes ethniques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alerter sur l'état d'une route catastrophique, ça, c'est à féliciter. Mais rappeler indûment que cette voie n'est pas remise d'aplomb parce qu'elle serait située dans l'ouest du nord et dans l'ouest du pays et non dans le nord du pays. Mais je ne sais pas, quand on a vu la vidéo, pour ceux qui ont vu la vidéo, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que Kevin dit? Non, ce que Kevin dit, je suis tout à fait d'accord. Il a effectivement dit que comment on appelle ça, nous les BT, on essaie que danser, on essaie que chanter et puis chercher femme. C'est ce qu'on sait faire. Président Do, pardon, on a dit qu'on ne mange pas goudron, mais vraiment, il faut envoyer goudron. Ce qui m'a dérangé, c'est il a vraiment dit. Le mot BT revenait à chaque fois. Non, mais en fait, le problème, c'est que... il n'y a pas que les... Attends, je termine. Il n'y a pas que les BT qui passent sur cette voie. Voilà, il n'y a pas que les BT qui empruntent cette route-là. C'est une route qui est empruntée par tous les Ivoiriens, logiquement. Donc, rappeler constamment que c'est une route empruntée par des BT, moi, ça me dérange. En fait, c'est ce que j'aimerais dire, en fait, que tu comprends. Élisée dit autre chose, c'est ça? Mais j'avais la parole. Voilà, l'idée, en fait, c'est que la vérité, quand tu regardes la manière dont il parle, parce que moi j'ai déjà fait ce genre de vidéos-là, c'est juste de la satire, frère. Mais la satire peut me déranger. Je termine. Ça me dérange. C'est juste de la satire et je pense que finalement, toi et moi, on est en train d'épiloguer sur la question. Le fait et vous n'allez pas épiloguer longtemps. Oui. Moi-même, j'avais fini. Voilà. Je donne la parole à quelqu'un d'autre, je vous promets. Vous n'allez pas non, mais on comprend pourquoi tu donnes la parole si rapidement. Voilà. Élisée, dites-moi quelque chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop présenter la chose sous cet angle-là. Parce que le jeune homme, pour ceux qui ont écouté la vidéo, puisqu'on a eu tous l'occasion quand même de la lire jusqu'à la fin, c'est vrai qu'il a évoqué la question de BT et tout ça, mais il a dit quelque chose qui, à mon sens, n'est pas une incrimination. Il a dit que nous-mêmes, on était là. Nous-mêmes, on était là. Route là, il y a longtemps, c'est gâté. Nous-mêmes, on était là. Une manière de dire que même sur le règne, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, il veut dire en fait que ce n'est pas sous le règne du président Ouattara que la voie est devenue dans cet état. La voie existe il y a longtemps. Mais aujourd'hui, il constate que des efforts sont faits pour rebâtir les infrastructures routières en Côte d'Ivoire et il veut qu'un regard soit porté sur sa voie. Lui n'est pas au cœur des décisions. Peut-être que dans le planning du gouvernement, c'est certainement prévu. Mais lui, au travers de cette vidéo, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la question de la route. Je ne veux vraiment pas qu'on s'arrête sur l'aspect où il disait que nous, les BT, on parle. Non, je pense qu'il est en train de faire de la satire, comme je l'ai expliqué même avant cette émission. Okay. Il était vraiment dans une dynamique de satire. Ce n'est pas le cœur de son intervention. Le cœur de son intervention, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, voir si on peut réparer cette voie-là qui est devenue véritablement calvérique pour eux. Philippe Man nous dit allez voir à Kouibli, à Mans, c'est pareil. Oui, pareil. Et je pense qu'on est en 2022, on ne devrait pas avoir ce genre de vidéos postées sur les réseaux sociaux parce qu'on est censé être dans un état où la voirie, parce qu'on paye des impôts et tout, on est censé être dans un état où, à tous les niveaux, dans toutes les régions, les grandes voies, parce que c'est pas une voie entre deux villages, c'est Daloa-Isia. On parle d'une voie qui est empruntée tous les jours et en plus on est dans la région, en tout cas dans une des régions où le cacao est également produit. Donc on parle du cacao, c'est une richesse.
il y a suffisamment, je pense, de moyens qui peuvent être mis en œuvre pour une voie de 49 km. C'est 41 km. 49 km. 49 km. 41, il dit 41, J'ai vérifié sur Internet la distance. 49 km. On a des voies quand même qui sont dans d'autres régions qui ont pu être réhabilitées. Je pense qu'il faudrait éviter d'avoir ce genre de vidéos encore postées où on a des appels à l'aide alors qu'on a la possibilité de pouvoir résoudre rapidement ce genre de problème pour les populations. Alain et Rayana pour la suite. Oui, mais écoutez, je pense qu'au travers de cette vidéo, la personne qu'on voit là essaie de dénoncer ce qu'on appelle la disparité qui existe entre les régions de la Côte d'Ivoire. Et très souvent, ces disparités épousent, comme on dit, les lignes politiques. Selon que vous êtes dans une zone qui est proche du pouvoir, vous êtes mieux servi. Et puis le contraire, quand vous ne l'êtes pas. Mais ici à Daloa, quand même, c'est une zone RHDP. Donc on ne peut pas faire d'abord ce procès politique. Moi, je pense que c'est une question de programmation. Non, programmation d'abord, parce que bon, l'État ne déplace pas les machines comme ça quand les fonds ne sont pas réunis. Très souvent, on le voit quand vous parcourez le pays. Les en même temps, il n'y a pas que cette route-là, il y a beaucoup de routes en Côte d'Ivoire, de nombreuses routes qui ont besoin d'être réhabilitées, donc vous parlez de programmation. Mais l'année dernière, par exemple, en 2021, ce sont un peu plus de 1700 km de routes nouvelles qui ont été bâties. Donc, chacun aura sa part dans ce que j'appelle le développement du pays. Et puis, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il appartenait au cadre de faire ceci, de faire cela. Non, ce n'est pas au cadre d'aller développer la région seulement. Les infrastructures relèvent des prérogatives de l'État. La semaine dernière, on parlait d'une route, je pense, dans l'ouest du pays, ce qui nous a valu des coups de fil des uns et des autres. Mais au lieu de téléphoner, faites un déplacement sur le terrain, allez-y constater. Voilà. Et puis, les 23 milliards du péage, une bonne moitié aurait pu servir peut-être à refaire cette route-là et d'autres encore. Donc, à un moment donné, il y a, comme on dit, l'efficacité dans les investissements qu'on fait, l'utilité. Là, c'est une voie importante pour relier quand même des villes importantes dans une zone essentielle pour notre économie. Cacaoyère, merci. Et donc, je pense qu'il faut très vite régler ce problème. Rien, avant, Amadou Timité nous dit ici à Guessabo, c'est plus grave que ça. Oui, d'abord, moi je salue quand même ces différentes initiatives parce que c'est clair que ce n'est pas la première vidéo qu'on voit qui décrit l'état d'une route. Aussi, moi j'aime bien la manière dont c'est rendu parce que c'est très proche en tout cas de la mentalité ivoirienne. Il y a un peu d'humour, mais on voit en tout cas une certaine réalité sur ce qui se passe. C'est une belle façon d'interpeller les pouvoirs publics. Mais après, moi ce que j'ai envie de dire, que font les élus locaux? Quelle est leur place? Quelle est leur responsabilité? Est-ce qu'ils n'interpellent pas assez pour qu'on se retrouve à avoir maintenant sur les réseaux sociaux autant de vidéos en fait, de membres d'une certaine population qui interpellent sur l'état de la route. Je veux dire, c'est vrai que le gouvernement fait des efforts en termes de développement depuis quelques années. C'est vrai que la concentration des activités est énorme à Abidjan et donc on peut comprendre que parfois à l'intérieur du pays, on n'est pas comme ça le tact d'aller refaire telle ou telle route, bien que ce soit de la responsabilité du gouvernement. Mais que font les élus locaux? Moi, c'est vraiment eux que j'indexe parce que c'est à eux de faire des rapports, d'interpeller, de travailler dans leur région avec le budget du gouvernement. Donc c'est vraiment juste pour les interpeller sur la question. Ils ont terminé avec vous. D'accord. Moi, je pense qu'il est aussi important de relever quelque chose. Hein. Pour ceux qui peut-être sont allés au contact du Plan national de développement, le PND 2021-2025, vous verrez effectivement qu'il y a vraiment une grosse part qui est consacrée aux infrastructures. Mais comme Rayana le disait, et c'est en cela que je ne suis pas tout à fait un peu d'accord avec Alain sur la question des cadres. Les cadres, quand on interpelle les cadres dans ce cadre de figure, ce n'est pas parce qu'ils vont prendre leur argent pour aller faire, mais je me dis qu'ils ont un lobbying à faire. Je me dis qu'à un certain moment, ils ont quand même des initiatives à prendre auprès des pouvoirs publics pour interpeller, pour montrer la situation de leur région, pour que aussi ça puisse faire l'objet d'une attention particulière. donc ça, c'est aussi important. C'est leur rôle, comme elles le disent, les élus locaux. Surtout que nous tous, on sait, quand on arrive dans la période électorale, tout ce qui est toujours promis aux populations, vous allez voir quand vous serez voté, cette route-là sera faite. Quand elle sera votée, ceci va être fait. C'est des promesses qu'on fait à chaque fois. Mais c'est vrai, nous autres qui ne sommes pas dupes, on sait que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens de faire la route. Mais ce qu'on sait, vous avez la capacité, au travers du lobbying, au travers des échanges avec les pouvoirs publics, de faire en sorte que vraiment cette route-là soit réalisée. Et c'est là qu'on interpelle les cadres, en fait, sur cet aspect. Mais qui a dit qu'ils ne le font pas? Non, je n'ai pas dit qu'ils ne le font pas. Je n'ai pas dit qu'ils ne le font pas. Je dis qu'on interpelle les cadres. Et puis de toutes les façons, excusez-moi, mais dans ces régions, il y a un représentant de l'État qui s'appelle le préfet. Et je suppose que lui aussi doit circuler. Il y a un préfet de région
il y a maintenant des présidents de district et autres. Donc, il y a quand Oui, même mais c'est de tout cela oui. qu'on parle, en Mais fait. en même temps, Alain, vous évoquez cette situation. Il y a le préfet, il y a les conseils régionaux, Oui. ben, il y a les élus locaux, ben, il y a même la population. Et je crois que c'est Oui, mais c'est ce que fait la population, c'est très bien ça, c'est dénoncer. d'interpeller. Je pense qu'il faut que Et comme cela soit solution, vous encouragé. disiez tout à l'heure, peut-être que nous sommes dans une démarche de planification Oui, de je pense. l'ensemble de Bon, la réhabilitation Élisée des voies. évoquait le PND, oui, effectivement, parce qu'on ne se lève pas pour envoyer des machines dans une région. Tant que Voilà. l'argent n'est pas là, Il faut tout des ce- fonds. il faut Malheureusement, des fonds. on ne peut pas faire des routes. Et comme quoi il n'y a pas que 42 voilà, km, gratuitement. comme quoi il n'y a pas que 49 km à faire Oui. dans cette zone-là, mais il y a d'autres il y en a d'autres plusieurs. kilométrages à faire dans l'ouest. Parce là, que généralement, Il y a quand ils Touba, arrivent, il y a Odjene. voilà, s'ils Il y doivent a par exemple Issia. refaire cette route, je suppose que dans la ville de Daloa ou peut-être d'ici, il faut aussi aller reprofiler, etc. Donc c'est quand même de gros moyens. Très qu'il faut- bien. qu'il faut Surtout faire. les voies Moi, ce que je veux principales, dire en fait. aux Ivoiriens quand même, parce que j'ai eu la chance de voyager dans la sous-région, soyons indulgents. Voilà. C'est-à-dire tout ne peut pas se faire en même temps. Non, Voilà, mais je ne suis jusqu'à pas au commissaire quand du gouvernement, mais je dis quand même parfois, il faut être lucide. L'actualité est Voilà. De qui il parle? Je ne sais pas de qui il Voilà. parle, en fait. Voilà, Hein, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font. Effectivement, on est impatient et c'est très embêtant, surtout en saison de pluie, de voir des routes, des voies qui sont impraticables. Mais les choses se font Je ne suis pas trop d'accord avec progressivement quand même. l'indulgence. Je ne suis pas trop d'accord Non, avec mais le point Rihanna, c'est qui d'indulgence. dit Donc, Non, mais il non, fait- non, non, non. termine. L'indulgence n'exclut pas l'interpellation. Ce qu'on voit Ah non, mais ici, j'ai ce pas sont dit de des pas interpeller. interpellations, etc. Mais après, bon, indulgent de quoi? Je veux dire, Bon, on a là, besoin de là, quelque bon. chose chez Non, nous. ok, On a j'ai besoin- bien noté. Ce sont des voies mais bon, après, principales. Donc, il faut après, que l'État réagisse. C'est surtout ça. Je vais revenir. Daouda, vous voulez me dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. En fait, ce qu'Alain dit est important dans la mesure où, quand il parle d'indulgence, il y a tout un programme qui a été mis en place. Et d'entrée de jeu, je le disais, il y a eu la voirie d'Abidjan jusqu'au Grand Nord pour descendre. Ils sont en train de faire. Donc, tout ne peut pas se faire en un jour. C'est étape après étape. Donc, je pense très bien que, qu'on appelle ça, Amédée Assi, qui est ministre de l'Entretien routier, sûrement, il a ça dans son plan directeur, il va le faire. D'ailleurs, qu'il Voilà. vient nous le dire, parce que Franchement. on l'interpelle déjà 15 fois, il ne vient pas. Je veux dire, un ministre aussi, il est là pour Et rendre il faut compte de son expliquer action. aux gens. Voilà, parce il faut que, qu'il vienne nous expliquer. Les Tu sais, maires, Brice, font le travail, les conseils régionaux font le travail, mais si les populations même ne sont pas informées, si eux-mêmes peut-être Elles ne savent pas les quels maires et sont les les conseils régionaux ne sont responsables pas de votre informés de PND, ce en plan fait. national de développement routier, au moins des grandes lignes. Savoir que peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, Qu'ils viennent. le reprofilage ou Va se faire, ouais. la réhabilitation de la route d'Aloa-Issia est certainement prévue dans 6 mois, Oui, dans au moins, 1 ils an. ont une réponse, Voilà, ils savent. ils Mais ont bon, une on ne va pas réponse. rester comme ça. Et puis bon, on est juste indulgent, on ne sait pas ce qui se passe. Je veux dire, ils ne vont pas lire toutes les Bon, pages. les amis, on Non, va ils ne vont pas lire toutes les pages du PND, ils savent pas faudrait faire. commencer par là, Merci. Pas d'Aloa-Issia. Merci à tous les 6. Merci à madame, merci madame Bleu. Merci beaucoup. À tous les 6, j'ai bien compris. Le merci de Après, Brice. l'essentiel a été fait. On ne va pas polémiquer sur les mots, indulgence ou pas. Mais en tout cas, on a bien compris qu'il y avait quelque chose à faire sur ces voies et sur d'autres voies de notre axe routier ivoirien. Et je pense que qui doit être interpellé? Le chef de l'État, les conseils régionaux. En tout cas, tous les décideurs. Le ministre des Le Infrastructures. ministre des Infrastructures. En tout cas, toute personne pouvant prendre des décisions afin de Soulager d'aider les les populations populations. à sortir de cette... J'imagine les femmes de cette enceintes qui empruntent madame. cette route. Ouais. Très bien. Allez. L'image du jour. Je ne sais pas ce que je vais lui faire, Madame Bleu. Je l'aime beaucoup. Tu me connais bien, oui. je sais. Luis Ignacio Lula da Silva, que vous apercevez donc sur vos écrans, est le nouveau président donc, du Brésil, l'ancien président de 2003 à 2011, réparti donc à l'assaut du pouvoir après sa libération de prison suite à une affaire, on le sait, on l'a entendu, de corruption. Il a battu donc d'une courte tête le leader d'extrême droite, Jair Bolsonaro, le dimanche 30 octobre 2000 dernier. C'était pour son troisième mandat. Enfin, on Sa va dire troisième élection. sa troisième élection, son mandat. Ouais, c'est pas troisième mandat. Bon, c'est pas troisième mandat, donc on dit c'est mandat et un autre mandat. C'est-à-dire que contrairement à ailleurs, lui, il est parti et puis il est revenu. C'est pas trois mandats collés. Bah, voilà, c'est ça. Donc il a fait 2 mandats et puis après il a fait un mandat. Contrairement à dessus. quelque part. Voilà, il est comme parti. il y a, comme j'ai béton, il y a un qui vient, il y a un encore qui vient. Voilà. Bon, alors, vous aviez la parole, je vous donne la parole là, parce que J'avais vers la la fin. parole Oui, allez-y, vous l'aviez, quand j'ai repris la parole. Ah oui, mais c'est Portrait, une grande image, Oui, tout. c'est une grande victoire aussi, Ouais. je pense, pour la gauche brésilienne. Petit portrait de Lula, donc de son vrai nom à l'état civil, Luis Ignacio Lula da Silva. C'est un gosse de la misère qui est devenu métallo, puis leader syndicaliste, et il s'est présenté 3 fois au présidentiel. Il a été élu président du Brésil de 2003 à 2011.
Et il a sorti 30 millions de personnes de la misère. Il ne touche pas à la liberté d'expression, j'y arrive, et à la liberté d'entreprendre. Il quitte la présidence donc en 2011, sans problème, avec un taux de satisfaction de 87%, du jamais vu dans l'histoire du pays. Et sa proximité physique avec les gens des conditions modestes touche aux religieux. On l'a vu, il était énormément apprécié. Pendant sa présidence, Lula met en place des programmes sociaux d'importance, améliore sensiblement la situation économique du pays et s'implique dans les questions internationales. Ses mandats sont également marqués par des scandales financiers, malheureusement, qui abîment l'image de son parti et du gouvernement. La Constitution lui interdisant de se représenter. Sa chef de cabinet, Dilma Rousseff, reçoit son soutien et remporte donc le scrutin présidentiel de 2010. Et finalement, malheureusement, il est reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent dans l'affaire Petrobras. Il est condamné et incarcéré. Il purge une peine de 12 ans de prison et à la suite d'un recours en justice, il est libéré. En 2021, le tribunal suprême fédéral reconnaît la partialité du juge qui avait traité l'affaire. Il est libéré. Et ensuite, cette décision donc permet à Lula de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Il emporte au terme du scrutin présidentiel le plus serré de l'histoire du Brésil, obtenant 50,9% face au président Jair Bolsonaro. Ouais, c'était le dimanche 30 octobre. J'en ai fini. Bon, alors Lula est parti, Lula est revenu, Lula était en prison, Lula est président. Non, bon, je pense que Lula, qu'on le veut ou non, c'est avant tout un symbole. C'est celui de la lutte contre la pauvreté, comme elle l'a si bien dit. Parce que déjà, il a montré dès l'entame en fait, que quand tu regardes, c'est un symbole. Pourquoi? Parce qu'il montre en fait qu'on peut quitter les rues des favelas du Brésil pour arriver au sommet de l'État en fait. Et lui-même, il a dit, quand il a gagné, il a dit que c'était le combat le plus important de sa vie parce qu'ayant été emprisonné injustement, selon la justice, tout et tout, franchement, venir mener ce combat et gagner ce combat, je pense qu'il n'y a pas plus grand symbole que celui-là. Si j'ai envie de me présenter à des élections, par exemple en Côte d'Ivoire, j'aurais dit, moi, j'étais dernier de la classe. Aujourd'hui, je veux être président. C'est peut-être pour dire qu'on peut quitter le dernier pour être premier. Enfin, ouais, c'est possible. Mais au-delà de tout, il y a un travail derrière en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent Lula, oui, son combat, il a fait la prison, mais non. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour les pauvres, puisque avec lui, en fait, le chômage a baissé comment on appelle ça, a chuté de 12,6% à 8%. Tu vois, dans la population active, en fait. Oui, il y a une phrase assez rocambolesque que vous nous avez sortie. Il a été condamné injustement par la justice. Vraiment, bon, tu as compris ce que je voulais dire. Bon, je voulais préciser également que c'était très rocambolesque comme phrase. Rayana, je vous écoute sur la question. Non, mais sur la question, très beau parcours, personne très inspirante. J'avoue que bon, moi, je me sens un peu loin de cette actualité, mais pour la ramener à notre actualité ici, il ressemble un peu à notre OPA national. J'ai envie de dire que c'est l'OPA national brésilien. J'ai regardé, ils ont pratiquement le même âge. Je pense que oui, il a 77 ans, si je me suis bien renseignée. Ensuite, je crois que le PPACI reconnaîtrait son leader, en tout cas, dans cette histoire qui inspire plus d'un. À cause également du passage case-prison. Surtout de ce passage-là, justement, et un éventuel retour au pouvoir de leur leader. Puis il y a la popularité aussi. Ça sera quand même assez compliqué. Bon, en tout cas, si Lula ressemble ou ressemblerait au président Gbagbo, je suis pas sûr à lui comme à d'autres. Oui, je ne suis pas sûr que le président Ouattara ressemble à Bolsonaro, parce que Bolsonaro, c'est un personnage quand même. Surtout que depuis la victoire de Lula, il est plongé dans une sorte de ce que moi j'appelle la diète. Non, mais moi j'appelle ça la diète médiatique, c'est-à-dire depuis 2-3 jours, on ne sait pas où il est, on l'entend pas, il ne s'est pas fondu d'un communiqué sur les réseaux sociaux, ni à la radio, ni à la télé. Mais en tout cas, les présidents du monde n'ont pas attendu un coup de boutoir de Bolsonaro pour féliciter Lula. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Lula hier. Il lui a même dit que c'est une nouvelle page pour le Brésil. Et il est très content et très fier que ce soit Lula qui ait gagné, surtout que Macron et Bolsonaro avaient une relation très électrique. Macron a traité Bolsonaro de menteur en 2019 par rapport à la question environnementale, parce que Bolsonaro, c'est vraiment un climato-sceptique très affirmé. C'est vrai qu'au Brésil, il y a eu également des soucis avec la gestion de la question de la Covid. Oui, c'est ça. Donc, ça a été très mal géré par le président Jair. Et il faut s'inquiéter, en tout cas, il faut s'inquiéter certainement de savoir que pour l'instant, il n'a toujours pas pris la parole concernant la victoire, la reconnaissance de la victoire de son adversaire. Il consulte son état-major, dit-on. Consulte son état-major, on verra bien, parce qu'on a vu ses partisans hier dans les rues scander... Ça ressemble un peu à l'Afrique.
On est proche quand même. J'avoue qu'on n'a pas montré qui c'est qui a dit ça, mais j'avoue que c'est pas moi, c'est ce monsieur qui a dit ça ressemble un peu à l'Afrique. C'est un peu polémique quand même. Oui, quand même. Non, ce que je voudrais dire en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'on assiste à des violences dans les prochains jours, vu la tension palpable dans les rues. Non, mais dans les Oui, prochains mais non, mais jours, je ne suis même pas d'accord avec Bon, on Daouda attend quand il juste ça un ressemble un mot. peu à l'Afrique. On a vu également la dernière fois récemment. Aux États-Unis. Oui, quand tu Même dis aux que ça États-Unis, ressemble à n'empêche, ça arrive l'Afrique, partout. Daouda, Voilà. je trouve que c'est très péjoratif. Quand tu dis que ça Oui, ressemble mais à pourquoi est-ce que je l'Afrique, dis cela? c'est Parce très que péjoratif. généralement, c'est nous, dans nos élections, C'est à ce qu'on tout moment- critique Oui. des médias étrangers qui, pendant la Covid, ont comparé certaines situations qu'ils auraient peut-être qu'ils craignaient voir dans leur pays et comparer ça à l'Afrique. Oui, C'est très mais péjoratif. n'empêche qu'on est d'accord que ici, en Afrique, généralement, franchement, les élections nous tuent plus que les maladies. Oui, en chaque 5 ans, les élections nous tuent plus en Afrique que des statistiques que des maladies. C'est des statistiques Oui, que vous on avez le veut, inventées, on en fait Daouda. exprès. Vous avez inventé ces statistiques. Non, j'en parle du Mais Brésil. c'est un fait en là. plus. Alain, je vous écoute avant. Écoutez, je pense qu'il y a quelques enseignements à tirer de cette actualité brésilienne. Premier enseignement, l'âge n'est pas un obstacle. Il a 77 ans et il terminera ce mandat quand il aura un peu plus de 80 ans. Deuxième élément, il a été en prison, il s'est présenté sans qu'on lui impose quelques obstacles que ce soit. Troisième enseignement, c'est le fait que dans un pays qui a un peu plus de 100 millions d'électeurs, les résultats de l'élection aient été délivrés en quelques minutes, en quelques heures seulement. Allez, on va aller point par point. Premier élément, vous avez dit l'âge. Voilà, j'avais un quatrième enseignement qui vous avez est dit important. Oui. Le Brésil a connu une dictature de 1964 à 1985, avec une succession de militaires au pouvoir. Et c'est depuis 1985 qu'elle est devenue la démocratie dont aujourd'hui on peut parler. Mais pourquoi? Parce qu'à partir de 1985, il y a des textes qui ont été adoptés, une constitution nouvelle, etc., respectée à la lettre par les acteurs politiques. Vous avez entendu tout à l'heure, Lula, il a fait 2 mandats, et puis il est parti. Il n'a pas tripatoué la Constitution pour demander, non mais attendez, je fais d'analyse aussi, pour dire que la solidité d'un peuple, la solidité d'une démocratie, c'est le respect de la Constitution. Et ça, ce n'est pas négociable. Donc, il faut que cet esprit-là nous habite, parce que le Brésil, je le disais tout à l'heure, enfin, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, il est lointain. Non, le Brésil n'est pas lointain. C'est un partenaire important de l'Afrique. Non, j'ai dit que je me sentais loin de cette au fait, en 1960, a noué des relations privilégiées avec le Brésil. Alain, et le Brésil est la analyse. tête de pont de ce qu'on appelle les BRICS, le groupe des pays comportant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, qui, comme on dit, est le groupe des pays émergents qui fait un peu, voilà, l'Afrique du Sud, pardon, pour le S. Donc, c'est ce groupe-là aujourd'hui qui est, comme on dit, un peu l'antagoniste essentiel voilà, du G7, du G20, etc. etc. Alors, d'accord. Vu qu'on fait des comparaisons, donc la première comparaison, c'est l'âge de Lula, 77 ans. Aujourd'hui, certains s'inquiètent que l'âge de certains candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire pose problème. C'est un faux problème. Deuxième point, c'est la question des résultats. Donc, dans des pays avant, enfin, on estimait qu'en France, aux États-Unis, enfin, dans certains pays, les résultats donc, apparaissent le même jour. Ce n'est pas le cas encore ici. Oui, là-bas, ils ont 100 millions d'électeurs. En fait, on a eu les résultats. C'est vrai qu'Alain, il dit que l'âge n'est pas un problème, mais personnellement, je le dis, pour moi, en Côte d'Ivoire, l'âge, c'est un problème dans la mesure où, quand on regarde le cas du Brésil avec Lula, franchement, Lula n'a pas fait 30 ans de vie de présidence, 30 ans de vie d'une génération. Aujourd'hui, nous, nos 3 grands, je ne parle de M. Gbagbo, M. Ouattara et M. Bédier, franchement, c'est nous. C'est 30 ans de notre génération. Donc, c'est pas l'âge le problème, c'est c'est les parce visages. qu'ils Ils ont trop duré là. À un moment donné, il faut que la vision Mais donc, on est d'accord pour dire que c'est pas l'âge le problème. C'est mon premier point. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le Brésil, ils ont une population, ils sont plus nombreux que nous. 252 millions. Voilà. En une journée, ils ont eu des élections. Tout à l'heure, je disais que ça ressemble à l'Afrique parce que chez nous, on fait une élection, les régions vont attendre 3 jours. On va nous dire, il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore Donc, la minuit. ressemblance avec l'Afrique, Daouda. Oui, mais parce qu'après, on conteste tout le temps.
Chez nous, ici, et là, on sent. Toi, tu parlais tout à l'heure de contestation. Mais tu parles de contestation, mais attends, il faut arrêter. Oui. Au Brésil aussi, depuis hier, il y a de véritables contestations. Le pays est vraiment divisé. Il y a une vraie scission. Oui, les adeptes du bolsonarisme, c'est comme ça qu'on appelle la politique véhiculée par Lula, par Bolsonaro, pardon, un peu comme le trumpisme aux États-Unis. Depuis hier, ils bloquent des axes d'autoroute. Il y a plus de 300 axes d'autoroute qui sont bloqués. Et ils disent de façon véhémente, ils ont enlevé Bolsonaro par la force. Nous, on va le réinstaller au pouvoir par la force. Il y a eu des graves violences pendant l'élection aux États-Unis. Il n'y a pas qu'en Afrique. Mais c'est pour ça que je dis que ça ressemble. Je n'ai pas dit. Bon, voilà. ok. Et pour l'instant, on est mieux lotis que les Brésiliens parce que là-bas, il y a une vraie récession économique. Nous encore, ça va. Et au Brésil, ils n'ont pas eu besoin de mettre des partis politiques dans l'organisme qui organise l'élection. C'est l'État qui a organisé. Et c'est ce qu'on devrait faire en Côte d'Ivoire. Et on doit pouvoir arriver à cela. Il faut qu'on le fasse. Avec toi. Très bien, messieurs, merci. Je vais à la pause et je reviens tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie tous les soirs à partir de 18h30. Nous sommes chez vous à la maison et vous nous regardez. Vous êtes très nombreux également à réagir sur nos pages des réseaux sociaux. Nous évoquons des sujets qui touchent aux Ivoiriens, qui touchent au quotidien des Ivoiriens. Nous évoquons ce que vous évoquez à la maison et surtout nous proposons des solutions. Au-delà de commenter, au-delà de critiquer, nous proposons des solutions. Et vous également, sur nos pages des réseaux sociaux, nous vous lisons avec beaucoup de plaisir et nous relayons certains de vos commentaires. Rayana, si avec vous, pour votre chronique, eh bien, il sera question aujourd'hui de violence domestique. Oui, j'ai décidé ce soir de parler de violence domestique parce que je me suis réveillée. Je pense qu'on s'est tous réveillés sur une nouvelle qui a un peu attristé tout le monde. On connaît tous l'artiste Davido, donc, qui est un célèbre artiste nigérien. Donc je pense que Kevin lui fait un beau coucou ce soir. Alors malheureusement, il a perdu son fils unique, donc, qui avait célébré ses 3 ans le 20 octobre dernier, et donc il n'y a pas très longtemps. Et il est décédé donc, par noyade à la résidence donc, de ses parents à Banana Island au Nigeria. C'était donc hier, 31 octobre, et c'est en arrivant à l'hôpital qu'ils se sont rendus compte que malheureusement c'était trop tard. Et je me suis dit qu'effectivement ce sont des choses qui arrivent là-bas, mais aussi en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Malheureusement, on n'a pas assez de statistiques pour illustrer donc, la gravité de cette cause. J'ai essayé de fouiller et je n'ai pas trouvé d'études vraiment palpables. Je n'ai trouvé par exemple que des études comme des mémoires de jeunes au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des centaines, sinon des milliers d'enfants entre 0 et 5 ans qui perdent la vie chaque année des suites d'accidents domestiques. Et j'ai essayé de répertorier quelques causes les plus fréquentes. Donc il s'agit notamment d'une chute, par exemple un bébé sur sa table à langer, juste le temps de se tourner pour prendre son savon de toilette ou quelque chose, que l'enfant se tourne et tombe, des chutes de balcon, de table, des brûlures par exemple à l'eau chaude, au gaz, par exemple de l'étouffement, l'asphyxie notamment, en avalant par exemple un petit objet qui va rester en travers de la gorge et étouffer l'enfant, les noyades comme ce fut le cas donc, pour le petit Adeleke, et puis les intoxications également avec des produits ménagers comme l'eau de Javel qui reste à portée de main. Je parlais tout à l'heure de brûlures. On a aussi des cas, par exemple, d'enfants qui se font électrocuter parce que l'enfant a l'âge de faire les 4 pattes et donc va aller mettre son doigt dans le trou de la prise électrique et malheureusement s'ensuit ce qui s'ensuit. On a d'autres causes comme les morsures, les piqûres, etc. Moi, je veux tout simplement appeler déjà toutes les personnes qui sont autour des familles lorsque ça arrive, parce que parfois on juge les parents. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais parents. On n'est jamais assez vigilant avec un enfant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester quand même au maximum, redoubler tous les jours de vigilance, parce qu'avec un enfant, ça peut se passer en 3 secondes et le pire peut arriver. Donc il ne faut jamais laisser les enfants seuls. Il faut constamment qu'ils soient accompagnés, que ce soit par des aides, par la famille ou par soi-même, mais avec beaucoup de vigilance. Ne pas mettre un enfant, par exemple, dans la cuisine. Il ne faut pas les laisser accéder à certains endroits où on sait qu'on n'aura pas autant d'attention qu'on souhaiterait avoir envers ses enfants. Ne pas laisser, par exemple, des objets chauds, tranchant. Même moi-même, si j'ai un enfant, il ne faudrait pas, par exemple, que j'ai un couteau et que je sois là en train de tenir l'enfant à côté. Le pire peut arriver d'une seconde à l'autre. Donc j'avais prévu une petite vidéo, mais je pense qu'on va tout de suite passer à un sujet beaucoup plus intéressant. Et puis on aura l'occasion de voir par la suite, donc dans d'autres interventions, des petites vidéos de sensibilisation. En tout cas, ayez les petits gestes de prévention, parce que mieux vaut prévenir que guérir. De prévention et d'attention. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci, tu vois ça, c'est aussi ça aussi. Accident domestique.
Très bien. Waouh. Daouda. Moi, je tombais dans de l'huile chaude, par contre. Quand vous étiez petit. Aïe. Oui, j'avais 5 ans. Oui, et ça n'arrive pas seulement qu'aux enfants, hein, ça arrive aussi aux grandes personnes et tout ça. Donc j'avais quand même à cœur de parler du cas des enfants suite à l'actualité de Davido. C'était pas une relance, c'était un témoignage. Daouda est tombé dans de l'huile quand il avait 5 ans. Voilà. Non, c'était un témoignage. Merci Daouda. Merci. Très bien. Avec vous, docteur Bakayoko, vous êtes psychologue, vous nous avez rejoint sur notre plateau. Comment ça va? Oui, ça va très bien. C'est ça, on aurait pu donc tout à l'heure embrayer parce qu'effectivement c'est une situation que vous connaissez et que vous développez, mais je pense que Rihanna nous a super bien planté le décor en nous rappelant donc beaucoup de vigilance. Avec vous, par exemple, on évoque la question du 1er novembre. Tout à l'heure sur le plateau, des questions d'Halloween, il y avait un grand débat ici sur le volet culturel de cette célébration. Halloween qui précède la fête de la Toussaint, le 1er novembre. Oui, effectivement. Très bien. Comment vous définissez ça, cette célébration, par exemple? Halloween, c'est, je vais dire, comme on l'a dit, hein, ça vient des Celtes, etc. Mais de nos jours, c'est le moment où les enfants généralement choisissent pour essayer de, je vais dire, faire des représentations pour s'amuser, demander des bonbons, etc. Mais la connotation derrière, la connotation de mort peut faire apparaître certaines problématiques déjà au niveau des enfants. Il y a ce qu'on appelle la thanatophobie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur, une peur irraisonnée de la mort. Donc, du coup, exposer les enfants à ce genre de situations-là, vraiment, il faut se poser des questions. Par exemple, quand on parle de Halloween, on regarde derrière tout ce qui est histoire de mal-être intérieur, mais aussi des états dépressifs de certains enfants. Voilà, on en parle comme ça, mais c'est le volet caché dont on n'aborde pas très souvent. Souvent, il y a des souffrances au niveau même des enfants par rapport à ces genres de fêtes-là. Il y a des enfants qui ont juste peur des clowns. Oui, je viens. C'est-à-dire surtout que dans ces périodes, tous les enfants, sur nos tropiques, tous les enfants ne sont pas réellement informés parce que ce n'est pas culturel chez nous. Mais chez nous, quand ça se présente, les enfants se posent des questions. On n'a pas le temps vraiment de leur expliquer pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, eux, déjà, leur souffrance, ça peut déjà enliser certaines souffrances en eux. Mais je rappelle que, par exemple, en Europe, c'est culturel. C'est-à-dire, dans ces culturels, on a le temps de leur expliquer. Ils vivent, en fait, dans la chose. Voilà pourquoi, très souvent, on aborde certaines choses, mais il faut prendre le temps pour mieux expliquer ces choses aux enfants, pour que les enfants-là comprennent ce qu'ils sont en train de faire et ce que ça représente réellement pour eux. Et puis il y a le volet, quelqu'un évoquait sur le plateau, le volet que ces situations-là soient malheureusement souvent imposées aux enfants, souvent dans des établissements. Aujourd'hui, vous avez votre enfant qui vient à l'école pour vous dire aujourd'hui, c'est Halloween, donc on nous demande d'être déguisés. Alors qu'on n'a pas expliqué à l'enfant, encore moins aux parents. Et les parents n'ont pas toujours leur avis à donner. Peut-être moi, je n'ai pas envie que ma fille, par exemple, soit déguisée en squelette le jour juste pour quelque chose. Il faut également que les parents aient l'occasion d'être sensibilisés et que ce ne soit pas imposé aussi en même temps. Oui, parce que ici, il y a ce qu'on appelle la responsabilité parentale dans l'éducation des enfants. Parce que la responsabilité parentale inclut ce qu'on appelle la négligence parentale aussi. Ici, quand on ne s'informe pas sur les réalités des enfants à l'école, là, nous sommes dans la négligence de supervision, parce que nous en avons trois. La négligence affective, la négligence de supervision et puis la négligence physique. Donc ici, nous sommes dans la négligence de supervision. On ne se rend pas à l'école pour demander le pourquoi de telle chose, pourquoi on fait telle chose, quel est le relent éducatif de tel aspect ou tel aspect. C'est-à-dire qu'on dit, les enfants se déguisent en clown, tout le monde se déguise en clown. Et quand on leur demande, non, c'est l'école qui a dit. Très bien. Alors, on va revenir à ce pourquoi on vous reçoit sur le plateau tout à l'heure. Kevin, vous souhaitiez réagir sur quelque chose? Non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Alors, Madame Bleu, justement, vu qu'on parle avec vous, comment vous avez célébré aujourd'hui la Toussaint? Dites-moi un tout petit peu. Au 1er novembre. On est resté tranquillement à profiter de notre jour férié, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de signification particulière pour nous en ce jour. Mais pour rebondir sur ce que le docteur nous vient de dire, c'est important d'expliquer. Parce que de toute façon, qu'on parle d'Halloween, qu'on parle de Mardi Gras, ou qu'on parle d'autres célébrations comme la Noël ou d'autres encore, il faut pouvoir expliquer la signification aux enfants parce que finalement, on les déguise également.
on les implique dans ce genre de situation, en tout cas pour les parents qui s'intéressent et qui veulent eux-mêmes participer à ce genre de célébration, on les implique dedans. On le voit pareil, vous avez parlé d'exposition à tout ce qui a référence à la mort. On le voit aussi dans les dessins animés. De plus en plus, dans les dessins animés, il y a des fantômes, il y a des fantômes, il y a des monstres et tout. On rend sympathique les monstres. On rend sympathique les zombies, par exemple. Et nos enfants, en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans, 17 ans, ils sont exposés aussi à ce genre de choses. Donc je suis d'accord sur le point de pouvoir expliquer. Mais c'est vrai qu'on est dans une culture où il y a beaucoup de négligence parentale, où peut-être même les parents ne comprennent même pas les messages qui sont diffusés dans ces dessins animés. Exactement. Où on fait référence aux morts vivants, on fait référence aux zombies ou aux monstres. Et voilà, c'est assez délicat et il est important de pouvoir parler aux enfants et de leur expliquer. Oui, ou bien sinon, le caractère subliminal de certains messages. Exactement. Si on n'est pas à l'aise avec ça, d'empêcher ces enfants de regarder ce type de contenu et de participer à ce type de culture. Tout le monde a vu votre regard, Kevin. Pourquoi vous avez ce regard? Kevin m'a réagi tout de suite. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Edith. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'un parent n'explique pas à ses enfants pourquoi un zombie danse dans un dessin animé qu'il est négligent. Je suis désolée, on ne peut pas parler de négligence parentale pour ce fait-là. Et puis, je pense que c'est aussi sacraliser la chose que de justement dire qu'il faudrait expliquer à l'enfant. Je pense qu'un enfant, bon, c'est vrai qu'il est enfant, mais quand il grandit, un enfant de 10-12 ans n'est pas foncièrement débile. Il voit un zombie danser, il sait que les zombies, ça n'existe pas, quoi. Vous avez catégorisé un enfant de 10 à 12 ans. Oui, et ceux qui sont dans une fourchette un peu moins. Quand je parle de négligence, voilà. Je veux dire, un enfant de 3 ans qui regarde TJ, excusez-moi de citer la chaîne, qui est une chaîne justement pour gosses. Je ne justifie rien. Voilà, un enfant de 3 ans qui regarde TJ, qui voit un zombie danser, n'en sera pas traumatisé. Non, mais toute son enfance. Non, Kevin, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'on extrapole. J'ai 3 garçons. Non, j'ai 3 garçons. Rapidement, j'ai 3 garçons. Je fais un tour de table. J'ai 3 garçons et il y a eu des moments où je passais devant la télé, je les voyais regarder Dino Train ou ce genre de choses. J'ai eu à voir certaines choses qui m'ont fait tiquer. Et lorsque je suis revenue, j'ai discuté avec celui qui regardait le plus ce dessin animé, parce qu'il adorait ce dessin animé, pour lui dire est-ce que tu as compris ce qui se passe dedans? Est-ce que ça t'a dérangé? Il faut communiquer. Est-ce que j'ai besoin de comprendre c'est un dessin animé? Il faut communiquer. On parle de dessin animé. Ça va, c'est pas un documentaire. Non, je suis désolée, il faut communiquer. Des dessins animés véhiculent des messages. Comme ça. Peut-être parce que j'ai pas Alain, Rayana et Daouda. En fait, moi, je pense que les enfants ont souvent une fascination même pour ce monde des fantômes. Voilà, moi, j'ai de jeunes enfants. Je sais qu'ils adorent regarder ces films de fantômes, ces films d'horreur, etc. Et dernier signe de cet engouement, c'est là, je crois hier, il y avait une nuit de l'horreur dans une salle de cinéma ici d'Abidjan. Oui. Mais la salle affichait complet depuis plusieurs jours. Oui. Et quand on regarde le profil quand même des spectateurs, ce sont des jeunes enfants. Donc je veux dire, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que l'enfant est en admiration devant un fantôme ou je ne sais quoi qu'il serait un adepte, voilà, féticheur ou un adepte de monde parallèle. C'est générationnel. Ça fait partie de la création ou de la créativité de ceux qui produisent les films, les dessins animés et autres. Et puis bon, c'est aussi leur époque. Nous, Rayana, non mais Rayana... mais Brice, vous me coupez la parole alors que je suis en train de faire Alain, j'ai 7 secondes avant de partir. Oui, j'aime bien votre développement, mais il y en a d'autres sur le plateau qui ont besoin de faire développement. Chaque fois, vous me coupez la parole. Non, c'est pas chaque fois. Je coupe la parole à tout le monde. Non, je ne suis pas d'accord. Non, Madame Bleu, je vais couper 20 fois la parole à Alain. Vous me laissez terminer. Je parlais d'époque. À notre époque, on lisait des bandes dessinées telles que Ran, Tarzan et autres, qui auraient pu faire peur à d'autres jeunes de notre âge. Mais à chaque étape, oui, parce qu'il y avait de la violence, il y avait du sang, il y avait des animaux qui étaient reproduits, qui n'étaient pas forcément des animaux domestiques qu'on voyait dans nos rues, dans nos villages. Donc je pense qu'à chaque génération, son centre d'intérêt, mais il faut savoir relativiser tout ça. Rayana, je vous écoute. Moi, je voulais plutôt poser une question, donc celle de savoir... Non, parce que moi, par exemple, je ne crois pas forcément à Halloween, je le disais sur ce plateau, mais par exemple, ça ne me dérangerait pas parce que je sais faire la part des choses, de me mettre en costume et de célébrer avec d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que pour les adultes, ça impacte vraiment la personne, le fait de célébrer Halloween? Pour les enfants, pour les adultes? Oui, pour les enfants, pour les adultes. Vous savez, nous, on aborde tout par rapport à la personnalité de l'individu. Donc on me dira, est-ce que ça impacte l'adulte
je vais demander, mais quelle est la personnalité? Pardon, docteur, je vais revenir à ce point-là, mais ce que je veux dire, la vraie question qu'on a menée tout à l'heure en débat, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que ce que les enfants regardent à la télévision, en l'occurrence les dessins animés, c'est ce dont on parle aujourd'hui, ont un impact sur le comportement, les attitudes des enfants? Moi, j'ai lu des études qui répondent à cette question par l'affirmative. Oui, effectivement, parce que les enfants, aujourd'hui, ont des référents au niveau des personnages des dessins animés. Aujourd'hui, tu demandes à un enfant de 3 ans, il va te dire facilement, ou un enfant de 4 ans, je suis Ladybug, ou je suis encore ça. C'est-à-dire qu'il s'identifie au personnage des dessins animés qu'il voit. Voilà pourquoi je dis derrière que le parent, dans la pratique éducative qu'il choisit par rapport à ses enfants, il doit amener l'enfant à comprendre réellement ce qu'il regarde. Voilà pourquoi il est important de faire des débriefings avec les enfants. C'est important d'échanger avec les enfants sur ce qu'ils ont l'habitude de regarder, sur comment s'est passée leur journée, sur ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils ont eu à regarder. Comme ça, l'enfant a le temps de s'exprimer, l'enfant a le temps de verbaliser et vous saurez si tel ou tel aspect a eu un impact positif ou bien négatif sur sa personnalité. Parce que quand on n'échange pas avec les enfants, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça devient un problème. Très bien, docteur. Je vais revenir à vous. Hein. J'ai des impératifs publicitaires. J'y vais et on revient tout à l'heure. Nous sommes mardi 1er novembre 2022, vous regardez la télévision, vous regardez Live TV, nous sommes là, nous émettons sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous nous regardez partout en Côte d'Ivoire, hors de Côte d'Ivoire, vous nous regardez en direct sur nos pages des réseaux sociaux. Et à propos de nous regarder, eh bien nous avons sur le plateau évoqué donc une invitation, une gentille invitation. Je vais reprendre l'invitation, oui, c'était pas une convocation, c'était une invitation donc à l'endroit du ministre Amédée Kouakou Daouda. Oui, Amédée. Monsieur le ministre Amédée Kouakou. Voilà. Donc, je ne vais pas dire ce que j'entends dans l'oreillette. Donc, monsieur le ministre, merci de réagir promptement, qui nous a promis d'être présent sur notre plateau pour nous apporter les détails, donc les différents éclairages, donc pour nous édifier, ce dont nous avons besoin. Et surtout les Ivoiriens qui ont envie de comprendre pourquoi certaines voies sont encore dans un état de dégradation, de délabrement avancé. Et monsieur le ministre nous a promis, donc lui qui regarde cette émission, nous a promis d'être là sur notre plateau, je pense la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà, sur notre plateau. Alain, merci beaucoup. Remettez ça à Alain, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on fait quoi? Un pot pour le monsieur? Pour le ministre? Non, là, vous avez... Merci, monsieur le ministre. Voilà. Et à la semaine prochaine. Voilà. Donc, on a ramené ça à une invitation, une gentille invitation. Voilà, merci. Bon, les amis, on revient à ce pourquoi nous étions en débat tout à l'heure sur le plateau. On va évoquer à présent avec vous la symbolique de ce 1er novembre dans les sociétés africaines. 1er novembre, célébration de la Toussaint. Même Alain qui porte ce prénom, ce nom. À la limite, il découvre le jour. Ouais, je suis surpris, mais bon. Est-ce que ça intéresse les Ivoiriens? D'où ça vient? On en parle un tout petit peu avec vous. D'accord. Il faut dire que le 1er novembre, c'est la fête des saints. De tous les saints? De tous les saints. Voilà. Connus ou inconnus, dit-on? Bon, voilà. Connus ou inconnus. Voilà, je reprends vos mots. Et déjà, j'aimerais dire que c'est à la base une célébration catholique. C'est à la base une célébration catholique parce que pour le catholicisme, le saint, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'Église par son comportement, par sa manière de faire et par le fait qu'il soit quelqu'un de, je veux dire, de pur. Voilà, quelqu'un de pur. Donc, ces personnes-là, pour l'Église catholique, il faudrait célébrer ces personnes-là et toujours pour l'Église, c'est que ces personnes-là intercèdent voilà, auprès de Dieu pour ceux qui sont là, etc. Ça, c'est la vision religieuse de la chose. Maintenant, on fait généralement le mix entre la fête de Toussaint et la fête des morts. Or, la fête des morts, c'est généralement le lendemain, le 2 novembre. Mais dans l'opinion populaire, aujourd'hui, là, c'est la fête des morts. Donc, il y a quelle est l'approche de cette société ivoirienne-là par rapport à cette fête-là qui comprend que pour eux, c'est la fête des morts. Ils n'ont pas l'information que c'est la fête des saints. Qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai reçu 3 personnes en consultation parce que
dans leur entendement, c'est la fête des morts, donc ça leur rappelle beaucoup de choses par rapport à un être cher qu'ils ont eu à perdre. Il y a d'autres qui n'ont pas pu traverser les étapes du deuil, ils sont restés à l'acceptation sans la reconstruction. Donc, quand on reste à l'acceptation sans la reconstruction, on a tendance à sombrer dans le mal antérieur qu'on a eu à laisser. C'est parce qu'on passe de l'étape de dépression pour arriver à l'étape d'acceptation. Donc, quand l'acceptation n'arrive pas à la reconstruction, on retombe dans l'état dépressif. Donc, quand dans la société, tout le monde parle à un moment donné de mort, ça nous ramène encore dans nos différents états. Mais là encore, il y a d'autres personnes pour qui c'est un moment de pouvoir renouer, entre griffes, les liens avec certains disparus. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes avec une personne, je n'ai pas eu le temps de lui parler, la personne est partie. Voilà. Ou soit j'ai vécu loin d'un parent, je n'ai pas pu être là à temps, la personne est partie. Donc la personne considère ce moment-là comme un moment de retrouvailles avec cette personne-là pour lui demander pardon, pour se recueillir, pour que psychologiquement, il soit plus équilibré. Voilà. Donc la symbolique pour cette fête-là, je pense que moi, en tant que thérapeute, c'est ce que je reçois. Ce que je reçois, voilà, que Élisée Boloubé, pardonnez-moi, vous êtes chrétien catholique? Non, évangélique. Ah, très bien. Donc, ce n'était pas pour vous la question. Parce que tout à l'heure, le docteur évoquait, donc je cherchais un chrétien catholique sur le plateau. Chrétienne catholique, voilà. pas Alain? Oui. Non. Mais en fait, ma question n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas chrétien catholique. Non, si, moi je suis catholique. Ah, d'accord. Mais bon. Le docteur évoquait des blessures. Bon, enfin, nous, on est obligé. Ouais, bah, allons-y. D'accord. On va essayer, nous. Il préfère le nous plutôt que le docteur, en fait. De l'appeler juste nous, quoi. D'accord. Ok, on va essayer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le simple fait de se recueillir permet de soigner véritablement ces blessures-là? Parce qu'on va sur la tombe d'un être cher, un parent, un époux, une épouse, etc., un fils, une fille. Mais le chemin, parce que vous parlez de faire son deuil, parfois il semble éternel, infini. Comment apprendre à revivre, en fait? D'accord. Très souvent, quand ces cas-là se présentent, on apprend à vivre au lieu de vivre. Voilà. Au lieu de vivre, on apprend à vivre. C'est-à-dire qu'on ose, on essaie d'oser la vie, mais au lieu de chercher à vivre naturellement. Je le dis comme ça paraît simple, mais pas vraiment simple. Pourquoi? Quand je dis qu'on a traversé l'étape de l'acceptation et qu'on n'a pas fait l'étape de la reconstruction, c'est de ça que je parle. Généralement, quand on parle du processus de deuil, quand on perd une personne, il y a d'abord le choc. Quand il y a le choc, après on arrive dans le déni. C'est-à-dire on n'arrive pas à accepter que cette personne-là est partie. On voit la personne dans ses habits, à travers une odeur, etc. On retrouve toujours la personne. Après le déni, on tombe dans ce qu'on appelle la colère. La colère, on s'en veut peut-être ou on en veut à la personne. Ça peut créer ici soit une blessure de trahison ou une blessure d'abandon ou encore une blessure de rejet. Donc du coup, quand on finit de traverser cette phase-là, on va progressivement, on tombe maintenant dans l'acceptation. On finit par se faire à l'idée que la personne est partie. Et c'est là que vient la reconstruction après. C'est-à-dire on se reconstruit mentalement pour vraiment accepter que la personne n'est plus là. On apprend à vivre sans la personne et on apprend à se recréer dans un modèle de telle sorte qu'on peut vivre sans forcément que le souvenir puisse nous faire souffrir. Comme je le dis, on essaie d'oublier la mort de la personne, alors que c'est là le danger. En réalité, il ne faudrait pas qu'on essaie d'oublier. Plutôt qu'on puisse comprendre que la personne est partie. C'est différent. Parce qu'en fait, l'esprit ne guérit pas quand il oublie. Il guérit quand il comprend. Du coup, quand le souvenir arrive, on amortit facilement le choc et puis on relativise. Mais dans la question d'Alain, par exemple, le fait d'aller justement vers cette... Voilà, j'arrive. Donc, quand le fait d'aller sur la tombe pour aller se recueillir, ça veut dire, est-ce que la personne a pu vraiment faire son deuil à travers une reconstruction? Quand c'est une reconstruction, repartir sur les lieux, se recueillir sur la tombe peut ne pas entraîner de souffrance. Parce que la personne s'est déjà reconstruite après avoir accepté que l'autre est parti. C'est quand on ne fait pas le processus de reconstruction
quand on retourne là-bas, ça nous ramène encore d'autres souvenirs. Très bien, dans la docteur. dépression. Alors, vous me pardonnerez, hein, je pense que je fais cet exercice-là pour tout le monde. Je suis obligé de vous interrompre un tout petit peu pour qu'on permette à l'ensemble du plateau de pouvoir s'exprimer sur certaines questions. Parce que là, j'ai 2 minutes avant le JT. Rayana. Est-ce qu'on fait vraiment le deuil? Est-ce que ça existe quelqu'un qui fait complètement son deuil? Oui, ça existe quelqu'un qui fait complètement son deuil. Pourquoi je le dis? Je ne dis pas que faire son deuil, c'est oublier la personne. C'est ce que je suis en train de préciser ici. Faire son deuil, ce n'est pas oublier la personne. Le départ de la personne n'a plus d'influence. N'a plus d'influence, en fait, négative, même sur notre vie. C'est-à-dire qu'on a accepté que la personne est partie. Donc, on essaie de vivre avec le fait que la personne ne sera plus là, mais on vit quand même. Mais du coup, il y a d'autres qui disent carrément, il faut oublier, oublie. Voilà, ces personnes-là sont dangereuses parce qu'il ne faut pas oublier, mais il faut plutôt comprendre et puis accepter. Très bien. Merci, Nour. Merci beaucoup. Merci. Je sais on a beaucoup d'autres questions. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps, mais bon, comme vous savez, nous avons des impératifs. Et là, par exemple, il y a le journal télévisé. Il y a Sharon Camara qui nous attend de l'autre côté de la caméra pour le JT. Nous, on se retrouve juste derrière et il sera question de l'affaire destruction d'hectares de teck à Tiasalé que reproche le syndicat des eaux et forêts à Salé-Tiemoko à cet effet. Nous recevons le lieutenant Nyadje Gouri Jérémy. Il est secrétaire général du syndicat national des agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Ça sera juste après le JT. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT que présentait Sharon Camara. Rendez-vous JT, c'est tous les jours à partir de 12h45 et à 19h45. Rendez-vous de la rédaction, rendez-vous du JT sur Live TV. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début, merci de choisir Live TV, de regarder le Grand Talk tous les jours entre 18h30 et 20h30. Dans la dernière ligne droite de ce rendez-vous, nous avons nos invités. Oui, nos invités. J'en avais annoncé un. Ils sont 2 ce soir sur notre plateau, aux côtés d'Edith Broubleu, d'Alain Toussaint, de Rayana Assi, d'Edith Bologbo et de Sa Majesté Daouda sur notre plateau. Désolé, je ne vous voyais pas très bien parce que je ne sais plus où j'ai posé mes lunettes. Et donc, les a portées. Tu vois bien avec lunettes. Tiens, ça lui va bien d'ailleurs. Merci. Tu peux les garder. Hein. Au top. Tu peux continuer ton émission. C'est ça, je sens qu'il y a une forme de complot. Mais je ne comprends pas, tu ne portes pas tes lunettes, tu dis mon nom, mais je sens que tu es énervé contre moi. J'ai fait quoi? Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce que c'est? c'est? Sur notre plateau, nous ont rejoint donc les lieutenants. Merci. Je vois que tu as du mal. Merci, vous êtes bien gentil. Merci Rihanna, merci beaucoup. Lieutenant Nyadje Gouri Jérémy. Bonsoir, comment allez-vous? Et vous êtes aux côtés du lieutenant Kwaku. Bonsoir tous les deux. Vous êtes membre du syndicat national des agents de eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Le lieutenant Nyadje, le secrétaire général du dit syndicat. Alors, on va parler un tout petit peu de l'affaire des teck. Sur ce même plateau, à cette même place-là, celle qu'occupe le lieutenant Kwaku, nous avions, il y a quelques jours, M. Assalé Tiemoko, donc député maire de Tiasalé. Donc, vu qu'on parle de l'affaire de la destruction d'hectares de teck à Tiasalé, eh bien, dans un premier temps, qu'est-ce que vous reprochez? Donc, qu'est-ce que le syndicat des agents des eaux et forêts reproche à M. Assalé Tiemoko? Merci. Merci bien. Le syndicat des eaux et forêts n'a pas autre chose à reprocher à M. Assalé Tiemoko si ce n'est pas la destruction de la nature. Nous n'avons pas de problème personnel et de problème de personne avec qui que ce soit. Nous devons préserver notre profession, qui est de protéger la nature. Alors, je parlais de sa présence sur le plateau parce que sur ce plateau-là, il nous avait affirmé que l'affaire était, semble-t-il, close. Vous avez discuté, il avait les autorisations pour pouvoir abattre les teck. Et puis là, subitement, vous évoquez toujours un reproche que vous lui faites. Oui, c'est simple. Nous avons dit la nature est à protéger pour le bien de toute l'humanité. Ce n'est pas parce que on nous demande de protéger la nature, mais naturellement, nous avons le devoir de protéger la nature parce que nous vivons de par la nature.
la nature nous sauve. Les raisons qu'il évoque pour détruire 7 hectares de teck plantés des mains des élèves du lycée moderne de Tia-Salé, dans le programme Une école, 5 hectares, ces arguments ne sont pas assez solides. Quels sont ces arguments-là qu'il a avancés? Pour construire un hôpital. Mais pour construire l'hôpital, c'est pour faire quoi? C'est pour soigner les hommes. Mais il faut que ces hommes-là vivent avant de les soigner. Il n'a pas eu d'autorisation pour faire cette destruction? Autorisation des eaux et forêts? Il n'a pas eu d'autorisation des eaux et forêts parce que l'administration forestière est bien structurée. Il y a le cantonnement des eaux et forêts à Tia-Salé. Okay. Le cantonnement n'est pas au courant. C'est quand il y a eu des vrombissements, des tronçonneuses dans le lieu, que l'école, le lycée moderne, a appris, ou bien le lycée moderne a été contacté par des gens comme quoi il y avait des tronçonneuses qui étaient... Une opération d'abattement. Une opération d'abattage des teck qu'ils ont plantés, qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Et c'est comme ça le cantonnement des eaux et forêts a appris aussi, par des bruits des machines, pour venir sur le lieu. Mais est-ce que là où les teck étaient plantés, est-ce que ce n'est pas un domaine public qui est du ressort de la mairie? Il y a beaucoup de domaines publics qui sont du ressort de la mairie. Toutefois que ce lieu est occupé, la mairie doit chercher une autre place pour réaliser l'hôpital. Très bien. Sinon, la forêt du Banco n'a pas sa raison d'être. Mais la forêt du Banco, au milieu d'Abidjan, en plein cœur d'Abidjan, la forêt du Banco existe. Très bien. Alors, lieutenant Niadje, pardon Daouda, je vais vous permettre qu'on regarde les arguments, donc, ce que nous évoquait donc, sur ce plateau, l'honorable Assalé Tiomoko, et on revient juste après. Je vais disposer du site, donc je vais demander qu'on coupe les tecs pour libérer le site. Il faut couper les tecs, dessoucher et faire la plateforme pour que les gens démarrent les travaux. Donc c'est une procédure totalement officielle que nous avons faite. Ça a choqué les écologistes? Bon, s'ils étaient choqués par la dévastation de nos forêts classées, ça allait être vraiment une bonne réaction. Parce que moi, j'ai travaillé depuis 10 ans sur le pillage de nos forêts en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu les agents des eaux et forêts faire des conférences de presse pour s'en émouvoir. Ce n'est pas des tecs qu'on a coupés à Tia-Salé pour construire un hôpital qui va devenir... Le maire de Tia-Salé a déjà pris d'autorité une décision pour sauver une plantation de 10 hectares à Tia-Salé, qui a été réalisée sur un terrain loti approuvé par arrêté ministériel. Donc les terrains sont là, appartiennent à des privés. Le maire a l'obligation de raser le site pour pouvoir céder les espaces sur lesquels les gens ont l'air à céder. Mais à la demande des eaux et forêts, j'ai rencontré toutes les familles et on a trouvé un accord. Le maire a décidé de sauver le site de 10 hectares et de trouver un espace pour compenser cette réserve-là. Donc un maire qui sauve 10 hectares dans sa ville et tu libères 5 hectares pour construire un hôpital, vous allez le livrer à la Vendée populaire. Quel intérêt moi j'avais à faire ça? C'est par rapport à ma population. Est-ce que la santé de 50 000 personnes est moins importante que des pieds de teck? Attendez, il faut qu'on arrête ce débat-là. En fait, c'était une cabale politicienne qui a été montée. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos? Bon, précisément, c'est pour répondre à M. le maire. Je ne suis pas de Tia-Salé, donc je ne peux pas faire de la politique à Tia-Salé. Quand il dit que ce débat est réalisé à des fins politiques, non, je dis non. Je dis non. Mais il dit aussi quelque part qu'il y a des forêts classées qui sont détruites et nous ne disons rien, non. Mais si des forêts classées sont détruites et nous ne disons rien, et précisément si nous voulons commencer par Tia-Salé, ça fait quoi? Toute chose a un début. C'est pour interpeller. Aussi, c'est pour interpeller. Allez-y. Ok, merci bien. Je pense que ce que M. le maire dit, bon, ça me donne l'impression de savoir qu'il ne prend pas la peine en tant que autorité dans l'État de Côte d'Ivoire, ne connaît pas les lois qui régissent la Côte d'Ivoire. Les eaux et forêts sont dotées d'une loi particulière, qui est le Code forestier. Si M. le maire avait pris la peine de connaître le Code forestier en se rendant
dans les services des eaux et forêts de Tia-Salé, on lui aurait dit que pour planter un arbre, il n'y a pas de problème, parce que ça rentre dans la ligne droite de la politique de la Côte d'Ivoire. Mais pour couper des arbres, il faut forcément une autorisation. Quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu. Des arbres, en pire encore, des arbres qui ont été plantés. On ne coupe pas des arbres parce qu'on a une autorité. Il ne faudrait pas qu'il pense que le fait d'être maire de la localité de truc lui donne tous les droits. Mais celui qui a tous les droits, c'est la législation. C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois qui a le droit de donner l'autorisation à faire quoi que ce soit. Et nous sommes dotés d'une législation qui nous permet d'agir, qui est le code forestier. Très bien. Alors, bonsoir monsieur. Oui. Je suis un peu troublé par la présence de votre syndicat pour répondre au maire Assalé Tiemoko, là où on aurait pu attendre une réponse du ministère en charge des eaux et forêts. Est-ce que je me trompe? C'est possible? Je veux comprendre, parce que vous êtes un syndicat. La politique dans ce secteur est, je pense d'abord, mise en œuvre par le ministère. Pourquoi est-ce que c'est le syndicat qui répond en lieu et place du ministère? Moi, je veux juste comprendre. Tout à l'heure, vous parlez du Parlement. Donc, je veux savoir un peu comment se structure cette réponse que vous apportez au maire. Ok, merci bien, monsieur Alain. Monsieur Alain. En fait, nous, en tant que syndicalistes, nous sommes d'abord agents techniques des eaux et forêts, qui nous confèrent des droits d'action là où il y a un problème environnemental. Donc, nos actions syndicales peuvent nous permettre d'interpeller n'importe quelle population par rapport à des manquements, par rapport à des violations des lois de la nature que nous avons le droit de préserver. Aujourd'hui, pour couper les arbres, pour planter ces arbres-là, il y a eu l'intervention des eaux et forêts. Forcément, parce que c'était une opération de reboisement. Si M. le maire, à cette époque, n'était pas maire, il s'était renseigné, peut-être qu'il avait cherché à voir peut-être même les suivis et évaluations des bois qui ont été plantés. On lui aurait dit quelles sont les dispositions à prendre, peut-être pour les abattre, de s'adresser au ministère des eaux et forêts. D'accord. Juste pour relancer, avant de venir, est-ce que vous avez discuté avec le ministère? Vous avez informé le ministre des tutelles de ce que vous veniez ici pour apporter une réponse sur ce sujet? C'est juste pour comprendre comment est organisée la prise de parole. Parce que très souvent, on a invité des syndicalistes ou même des responsables d'associations au sein du ministère qui souhaitaient d'abord avoir l'autorisation de la tutelle. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous dites ici est endossé par votre ministère, je suppose. Merci. Nous sommes des syndicalistes. Et avant de commencer, j'ai dit c'est pour préserver notre profession. Je le comprends. Si ces arbres-là n'existent plus, notre raison d'être, vous voyez, on n'a plus une raison. Je l'ai compris, mais ça veut dire que ce que vous dites est endossé par votre ministre de tutelle? Notre ministre de tutelle n'a rien à voir dans ce que... Parce que j'allais poser la question, que dit votre ministre face à cette situation? Notre ministre, lui, il dit qu'il a saisi le ministère. Mais nous, ce que nous savons, on a regardé, on a vu que des tecs ont été abattus. C'est pas normal. La question qu'on peut vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure d'agir, j'ai entendu le lieutenant Kwaku tout à l'heure dire, nous allons agir. Est-ce que vous pouvez agir, vous, sans avoir l'autorisation du ministère? C'est ce que je veux comprendre. Quelle démarche est-ce que... Oui, mais nous, actuellement, nous sommes en conformité avec... nous sommes sur la même voie avec notre ministère. Nous n'agissons pas contrairement à ce que notre ministère ne va jamais autoriser. Alors, ce qui veut dire, par exemple, que vous pourrez, par exemple, comprendre que demain, un syndicat d'infirmières ou de médecins aille en guerre contre ceux qui vendent les produits éclaircissants. Alors que, normalement, la sensibilisation contre ce type de produits, la campagne est menée, portée par un ministère. C'est ce qu'on veut comprendre, en fait. Alors, sans nier la légitimité de ce que vous dites, mais en fait, on veut juste comprendre. Parce qu'on est en politique, le maire de Tia-Salé peut légitimement penser que c'est le ministre qui vous met en mission. Donc, nous voudrions, devant les Ivoiriens, pour parler comme Élysée, que les choses soient claires. OK. Ce que je veux apporter comme précision, mon secrétaire général, qui est allé sur le terrain pour constater l'abattage des arbres, avant qu'il y ait une procédure pour informer la tutelle, il faut qu'on maîtrise tout l'environnement de cette opération d'abattage. Bon, son passage sur le site d'abattage
C'était dans l'optique de rechercher les informations pour maîtriser d'abord la teneur avant de choses. Puisque M. Assalé devait le rencontrer, je suppose qu'il devait mener des démarches pour qu'il vienne se justifier avant que la procédure ne soit transformée sur la tutelle. Parce que si nous ne maîtrisons pas un sujet, on ne peut pas informer la tutelle. Il faut que... C'est comme une enquête que nous menons, et que si cette enquête-là est tenable, alors on informe la hiérarchie. Voici telle situation. Très bien. Élisée? Après les enquêtes, j'ai informé par écrit. J'ai fait un rapport que j'ai déposé au cabinet. Vous avez eu un retour? Bon, ils ont constaté. Mais s'ils ne réagissent pas, bon, mais moi, je dois terminer mon travail et aller jusqu'au bout. Mais je ne suis pas en déphasage avec mon C'est quoi aller ministère. jusqu'au bout? C'est quoi? Aller jusqu'au bout pour dire aux Ivoiriens le bien fondé de la nature. Pourquoi on doit respecter la nature? Donc c'est juste la sensibilisation. C'est Parce que une les textes ont été coupés. Ouais. Les textes ont été coupés. On n'a plus de traces de ces textes. Oui. Mais à ce stade, qu'est-ce que vous attendez de la suite des événements? Que le maire, le député maire, soit tensé ou peut-être sanctionné par les autorités. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Au-delà du message de sensibilisation, puisque les textes ont été coupés et finalement, c'est comme du plomb dans l'aile dans le projet Une école, 5 hectares. 5 hectares. Nous ne disons pas quoi que ce soit ici. Nous sommes en train de faire de la sensibilisation parce que notre ministère, c'est-à-dire notre service même, est un service de sensibilisation d'abord. Nous sensibilisons. Et c'est pour sensibiliser. Mais en même temps, c'est pour dire à toute la nation ivoirienne que ce n'est pas parce qu'on occupe un tel rang, qu'on peut se lever et faire n'importe quoi. Dans ce domaine, comme nous sommes dans le domaine de la nature, je parle de la nature. Très bien. Élisée et Daouda. D'accord. Moi, le député maire, quand on l'a reçu ici, vous l'avez vu dans l'élément tout à l'heure, a dit c'est vrai qu'il a fait abattre 5 hectares de teck, mais il a mis à disposition 10 hectares qui appartenaient à des privés. Il y avait même des ACD qu'il a pris sur lui la responsabilité de relocaliser pour vous donner ce site-là. Je pense que ça aussi, ça s'entend. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon. Parce que je pense que c'est une voie de solution qu'il trouve pour qu'on puisse quand même fermer la parenthèse du litige. Oui, mais je pense que cette réponse-là, ce n'était pas d'abord d'arriver sur le plateau pour venir se justifier. Pendant que les agents étaient sur le terrain pour... Ah, vous n'avez jamais signifié ça en fait? Non, non. Ok. Non. Maintenant, supposons que maintenant vous avez l'information, il a dit devant toute la nation. Oui, nous l'apprenons C'est maintenant que ici. nous apprenons ce que vous... Ah, c'est maintenant, vous n'avez pas suivi son passage alors? On a suivi ici, mais est-ce qu'il nous a saisi? Ah, ok, d'accord. Est-ce que vous l'avez saisi? Oui, nous l'avons saisi. D'accord. Quand vous avez constaté qu'il y avait les tronçonneuses, je refais l'histoire. Quand vous avez entendu le bruit des tronçonneuses, vous vous êtes approché de monsieur le maire, Assalé Timoko, pour lui dire attention, vous êtes en train de vouloir détruire des tecs et c'est contraire aux règles du code forestier. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? On nous a saisis parce que nous avons des indices partout en Côte d'Ivoire. Et quand une opération se passe, on nous appelle. Ah, il y a telle opération dans tel coin. Donc, venez voir. À notre arrivée, c'était déjà fait. Mais nous avons posé une seule question. Non seulement il a abattu, mais où sont passés les tirs? Merci. En fait, moi, il y a deux questions à vous poser, mais c'est une question à deux volets, en fait. Votre syndicat, quel est son rôle réellement? Notre syndicat, c'est le bien-être des agents. Des agents. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne vous occupez pas plutôt de votre corporation, mais c'est plutôt qu'on appelle ça d'une question de tech où on veut construire un hôpital. Et quand l'affaire commence, ce n'est pas votre ministère de tutelle qui se charge d'enclencher une procédure avec le député maire de Tia-Salé, mais c'est plutôt un syndicat qui doit gérer une corporation qui est le fer de lance de ce combat. Merci. Mais qu'est-ce que vous appelez... Vous ne vous occupez pas de votre corporation. C'est ça. C'est ça qui est notre corporation. Tout à l'heure, vous venez de dire, monsieur, que votre syndicat, c'est pour vous occuper de votre corporation. Vous l'avez dit à peine. Il n'y a même pas votre bien-être. Le bien-être de votre corporation. Le bien-être des agents. Des agents. Oui.
Donc, est-ce que ça prend en compte aussi les arbres, dehors, tout et tout? Oui, c'est notre Mais milieu si de ces travail. arbres n'existent pas, on ferait plus exister. Mais partant de cela, mais quand le député maire, au travail, c'est tout mais ça. quand le député maire de Dia Salé a abattu ses arbres, n'a-t-il pas adressé un courrier à votre hiérarchie, qui est le ministre de tutelle? Parce qu'il y a une copie du courrier en fait qui existe. Oui, mais nous n'avons pas connaissance de ce courrier. Mais votre hiérarchie a ce courrier. Oui, mais pourquoi l'hiérarchie depuis ne nous dit pas qu'on a ce courrier? Mais justement, c'est pour cela que vous avez, comme vous avez déposé votre courrier aussi, ne veut pas vous écouter. D'accord. Est-ce que c'est pas pour cela? Vous souhaitez répondre à la question, Daouda? Oui. Allez-y. Si vous souhaitez répondre à la question, oui. Non, tu peux répondre? Non, non. Bon, en plus, moi, je n'ai pas connaissance. En fait, je répète, pour dire que tout ce que vous nous donnez comme information, c'est Vous maintenant. le découvrez sur le plateau. Nous découvrons sur le plateau. Mais finalement, vous parlez On a à qui? vu dans le passage. Mais vous parlez à qui finalement? Parce que vous n'avez pas toutes les informations qu'on a, vous n'avez pas connaissance du courrier, vous n'avez pas eu réponse du ministère. Mais les informations qui vous a données, c'est M. Assali qui vous a donné les informations. sur le plateau ici. Sur le plateau. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas sur le plateau Mais à qui qu'on vous traite parlez? les autorisations À qui vous d'abattage. parlez? À qui vous parlez? Non, on parle à M. Assali. D'accord. Élisée? Ok. Non, on parle à M. Assali. Excusez-moi de revenir dessus, mais bon, j'ai l'impression que j'ai pas. Voilà, vous n'êtes pas revenu dessus. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui. C'est vrai. Peut-être que la manière dont l'information vous êtes parvenue, ce n'était pas la manière officielle, ce n'est pas la manière normale, ce n'est pas la manière qu'il faut. Mais aujourd'hui, l'information est là. Je crois que M. Assalé, on peut lui prêter de nombreuses intentions, mais vraiment, je crois qu'il était assez responsable sur ce plateau de dire qu'en remplacement des 5 hectares déjà abattus, il dégage un espace de 10 hectares qu'il met à votre disposition pour le replanting de ces arbres-là, pour qu'on puisse refaire cette forêt qui avait été abattue. Et qui va faire ce reboisement? Non, bon. là je reviens. Moi, la question que je vous pose, là il ne m'a pas répondu à ça, mais la question que je vous pose, c'est juste de savoir, est-ce que c'est une solution pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'entendre? C'est ce que je veux savoir en fait. Non. Bon. Je viens. Monsieur Élisée. Monsieur Élisée. Ouais. En fait, je pense qu'il faut qu'on redescende pour mieux remonter. Très bien. Descendons de l'arbre. Voilà. Je vous dis, Voilà. le code forestier pour tout abattage requiert une autorisation Préalable. Du ministère. Si c'est des bois de la forêt naturelle issus d'un périmètre, il vous faut d'abord que vous soyez attributaire d'un périmètre d'exploitation forestière avec toutes les autorisations qui suivent, qu'on ne peut pas dérouler parce que c'est long. Si c'est des bois de plantation, il vous faut un permis de coupe de bois de plantation. Je me limite à ça pour gagner en temps. Monsieur Assalé n'a pas de permis de coupe à nous présenter. Donc, il a violé la loi. Mais le 27... Seulement, c'est une autorité ivoirienne. Soit la méconnaissance des lois n'est pas inhérente peut-être à M. Assalé. Simplement le reconnaître. Pour qu'on fasse une mise à jour de cette disposition. C'est fini, c'était juste le problème. On n'a pas besoin de faire tout ce boucan. Brice, le 27, le 27 7e mois, Oui. le 27 7e mois, M. Assalé Temoko 27 juillet. Voilà, Oui. a déposé un courrier au ministère, à votre hiérarchie. Voici le courrier qui est devant vous ici, où il demande l'autorisation de couper ses arbres. C'est adressé au ministre de Le ministère lui a répondu. Quelle autorisation? Est-ce que le ministère lui a répondu? Mais non, comment il a demandé? Mais il faut la est-ce réponse qu'il a du eu ministère. l'autorisation? Pourquoi est-ce que dans ce cas vous dites, Voilà. pourquoi est-ce que dans ce cas vous dites que vous n'avez pas l'information? Non, mais Mais il pas d'information. Je veux comprendre. Je vous réponds. Excusez-moi tous les trois. Je vous réponds. Excusez-moi. Est-ce qu'il Faut vous qu'on montre- puisse. Monsieur, le temps. Je vais répondre. Oui, vous allez répondre. Cette Je question veux que ce précise, soit. ça mérite une Allez-y. réponse précise. Allez-y, on vous écoute. Voilà, le courrier que vous avez présenté, c'est une demande d'autorisation. Ce n'est pas une autorisation délivrée par notre hiérarchie pour lui permettre de... Je vous ai dit qu'il faut un permis de coupe. Je veux qu'il me dise, il vous présente, voici le permis de coupe que j'ai reçu de l'administration forestière. Mais donc, le Et c'est la problème est DPIF, la direction des industries comme on appelle ça même là, la direction de la production et des industries forestières, qui délivre tout ce qui est Mais donc autorisation. le problème, c'est entre M. Assalé Temoko Et l'hiérarchie. et le ministère. Maintenant, je vous répète que nous, Oui. dans notre... L'exercice de votre fonction. Dans l'exercice de notre Dans le fonction, en droit tant de qu'agent questionner. technique. Alors, je résume peut-être. Je viens. Vous avez constaté qu'il y a une Oui. coupe d'arbres. Oui. Vous vous déportez donc sur les lieux et vous demandez, vous autosaisissez et vous demandez aux personnes qui coupent les arbres, est-ce que vous avez une autorisation pour couper les arbres? Qu'est-ce qu'on vous répond? Il dit de s'adresser On à la nous mairie répond parce qu'ils n'ont pas de...
c'est le maire qui nous a envoyé. Et qu'est-ce que le maire vous répond? Qu'est-ce que le maire vous répond? Vous prenez contact avec le maire? Oui, le maire et le maire dit ce que vous êtes en train de dire. La question c'est... Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous? Mais le problème, c'est qu'il a fait une demande. Mais est-ce qu'il a eu une autorisation? Il ne vous montre plus l'autorisation, mais il a fait une demande. La vraie question, lieutenant, c'est quel est le niveau de communication que vous avez aujourd'hui avec le maire Assalé Timoko, le maire Assalé Timoko? Vous vous êtes rencontrés, vous avez parlé, vous avez discuté de cette situation-là. Nous sommes allés à Tia Salé. Ils vont terminer, vous expliquer ça. Je viens. En fait, je vous explique, il y a des détails dans lesquels on ne veut pas rentrer. Il faut qu'on sache pour les téléspectateurs. C'est moi qui vais leur dire ça. Notre manière de travailler, je vous explique un peu et puis vous allez comprendre. Parce qu'on ne peut pas être au bureau et puis se lever pour dire qu'on va chercher peut-être des infractions. Nous, on a une manière de fonctionner parce qu'on est obligé de collaborer avec la population. Dès que peut-être même tu as des gens qui t'appellent, tu te dis qu'ils sont en train de faire des abattages en tel lieu, ça me paraît suspect. Mais d'ailleurs, ce n'est pas clandestin. On est d'accord que ce n'est pas clandestin. Je viens. Nous, on va à l'information, pour vérifier l'information, parce que l'administration, ce n'est pas un jeu. Il faut qu'on maîtrise cette information pour qu'on dise à la hiérarchie que voici telle situation, on a besoin d'une autorisation formelle pour une intervention, parce qu'on a telle information à tel lieu. Voici comment nous fonctionnons. Mais lorsqu'ils sont partis, on se rend compte que peut-être c'est une autorité qui est en action. Dans ce cas, ça devient un peu... On essaie de mener une démarche un peu diplomatique pour avoir les vraies informations. Mais lui, il en fait tout un tas de problèmes. Moi, la question que je vous pose, lieutenant, c'est lorsque vous constatez cela, vous vous rendez à la mairie, vous essayez de rencontrer M. Assalé Timoko. Est-ce que vous le rencontrez? Lorsque vous lui demandez, par exemple, si vous l'avez rencontré, est-ce que M. le maire, respectueusement, parce que vous faites dans la diplomatie, est-ce que vous avez une autorisation pour couper ces arbres-là? Qu'est-ce qu'il vous répond? Est-ce que cette démarche a été menée? C'est ce qu'il demande en fait. La démarche a été menée. Donc, nous sommes partis à Tia Salé. Nous avons croisé d'abord le censeur du lycée moderne de Tia Salé qui nous a conduits sur le site. Et on a demandé, on a posé des questions au censeur du lycée moderne. Il a dit qu'ils n'ont pas été saisis. Mais quand ils sont venus sur le site, les travailleurs ont dit c'est le maire qui les a envoyés. D'accord. On va au cantonnement de Tia Salé. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une tequerée ici qui a été détruite? Nous avons vu la destruction, mais on n'a pas été contactés. Mais qui a donc ramassé les pieds des tecs qui devraient se retrouver là? Ils disent, on n'a pas été aussi contactés. Nous partons vers un opérateur qui a son usine à Tia Salé, NSBI. Tu veux dire? NSBI, c'est le nom de l'entreprise, c'est une scierie. Voilà. Donc, nous sommes allés. On a trouvé le propriétaire. Est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher le bois des tecs sur le site? Il dit oui. Et comment? Il dit, j'ai été appelé par le premier magistrat de la ville. Je ne pouvais plus prendre des bonnes dispositions et rentrer dans les procédures pour ramasser. Je suis allé prendre et je suis venu dans mon usine. Donc, je n'ai pas suivi la procédure. Il nous a dit ça clairement. Il dit, mais toi, tu es un exploitant forestier. Avant de ramasser quoi que ce soit, tu devrais te conformer à notre loi. Oui, mais est-ce qu'après ça, vous avez rencontré le maire? Parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. Parce que j'ai l'impression que vous avez tourné autour de la mairie. Vous êtes parti voir ailleurs. Mais là, vous êtes bien conscient que depuis le premier contact, vous avez l'information que la décision de couper les tecs vient de monsieur le maire. Ça fait partie des démarches à suivre. Oui. Et ça n'a pas encore été fait. Je vais vous informer encore de ce qui peut-être peut nous situer sur le fond réel de ce problème-là. En fait, vous-même, monsieur Anno, je suppose que vous avez une voie portion de terre au village. Vous décidez de faire un reboisement pour vous-même personnellement. On peut vous accompagner, on vous encadre, on vous aide à avoir même, on peut vous aider même à avoir les plants sur le faux. Vous allez faire votre plantation. Mais le jour que les bois sont maturés, que vous devez le couper, je vous dis que vous avez besoin d'une autorisation de l'administration forestière. Moi, je suis d'accord. Il vous faut une autorisation formelle. On est d'accord. La question de Brice n'est toujours pas répondue. Est-ce que vous avez rencontré le maire? Laissez-moi. S'il vous plaît, terminez. Oui, je vais aller jusqu'au bout. Malheureusement, on est il vous faut une autorisation.
crois qu'on a une réponse On par a une rapport à la réponse rencontre ici, avec oui. le maire. Des voix qui convergeraient, c'est ça? Oui. Voilà. On est allé. Maintenant, on est allé. Aujourd'hui, Monsieur Modène, voilà, c'est vous monsieur parlez le pas maire. tous les deux parce que... On va chez l'opérateur, c'est monsieur le maire. On est venu, mais monsieur le maire n'était pas là ce jour. Donc on ne l'a pas croisé. Il faut qu'on soit clair, on ne l'a pas croisé. Vous l'avez adressé un courrier? Depuis lors. Oui. Ok. On ne l'a pas adressé croisé. un courrier? Vous avez Mais on est allé constater les dégâts. Vous lui avez Non, les adressé gars un que vous avez- courrier pour demander une rencontre? Bon, nous avons constaté les faits pour venir informer notre ministère pour dire qu'il y a eu destruction d'une technique. Donc on attend le retour du ministère. On attend le retour du ministère. Le temps, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux rajouter quelque chose. Allez-y, C'est que allez-y. En matière de réglementation forestière, croiser le maire lui-même, personnellement, n'est pas suffisamment important. Dès l'instant où nous savons que c'est la mairie, c'est une administration qui a donné l'autorisation, le maire, lui, il agit en tant qu'administrateur de la ville des choses. Donc, en matière forestière, c'est la personne morale. On est d'accord. C'est la personne morale qui nous intéresse. Ça veut dire que dès l'instant où on se rend à la mairie, ou bien on se rend dans une scierie, c'est vous qui avez coupé les bas, oui. On mène la démarche nécessaire qu'il faut pour savoir s'il faut engager une procédure d'intervention officielle ou pas, on le fait. Mais ça veut dire que la démarche qui a été suivie par le SG, c'est la démarche normale. Il faut suivre l'itinéraire pratiquement de ces bois. Où les bois ont été transportés, est-ce que c'est c'est un droit d'usage? Est-ce que c'est de l'exploitation forestière, industrielle, commerciale, ainsi de suite? Voici pourquoi ils ont suivi toute cette démarche pour arriver à la Syrie. Dès l'instant où ils se sont rendus compte que c'était une exploitation industrielle, dans la mesure où les bois qui ont été coupés sont retrouvés à la Syrie, alors c'est une infraction. Très bien. Alors là, malheureusement, on en fait d'émission. Vous êtes sur ce plateau ce soir. Votre point, concrètement, concernant cette histoire, quel est-il? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Rencontrer le maire, parce que de toute façon, les arbres ont été détruits. Vous souhaitez engager une procédure pour attaquer le maire de Tiasalé. Quel est votre point? C'est quoi la suite? Non. Oui. Nous ne sommes pas venus ici pour engager des procédures de poursuite, non. D'accord. Nous sommes venus dire à toute la Côte d'Ivoire qu'il est important de préserver la nature. Mais quand nos autorités qui devraient donner les leçons et qui devraient donner des bons exemples, si ce sont ces autorités-là qui doivent donner le mauvais exemple, ce n'est pas bien. C'est ce que nous sommes venus dire à la Côte d'Ivoire. Et en même temps de dire, pour ne pas que le cas Assalet Yomoko fasse école, il faut mettre fin. Et il faut dire à Assalet Yomoko, qui s'entête d'ailleurs, il faut lui dire, tu ferais mieux de présenter des excuses parce que vous êtes une autorité, il serait mieux de présenter des excuses. C'est tout. Sinon, il nie les faits. Il a vendu le TEC. Il a vendu... Ça, c'est des accusations assez graves quand même. Non, ce n'est pas assez grave. Bon. L'opérateur a reconnu qu'il a payé. La valeur, combien? Vous avez une idée? Bon, je n'ai pas une idée. Il a quand payé vous avez en posé plusieurs temps. Bon. Il a payé en Ok, parce que là n'est pas le débat. Okay. Mais ce n'est pas là le débat. C'est pas là le débat. Vraiment, j'allais le dire, mais si vous le dites vous-même, alors d'accord. Mais lieutenant Niadé Gori, mais je crois qu'on a bien compris que votre objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser les uns et les autres dans votre démarche. Je suis bien sur la question, on l'a bien noté. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. Et puis certainement qu'on aura d'autres occasions de vous retrouver. On va... Et je souhaite, en tout cas sur notre plateau, je crois que tout le monde souhaiterait que vous ayez peut-être une rencontre avec M. Assalet Yomoko pour essayer par exemple d'aplanir toute forme d'incompréhension qui serait glissée. Voilà, un dialogue direct. Voilà. Donc il ne faut pas faire mon dialogue lui non plus, et votre ministère certainement. Oui, ce serait bien qu'on l'entende. Voilà. Merci d'avoir été sur notre plateau. Pour l'inviter. Merci beaucoup. Bon, on vous souhaite une bonne fin de programme sur Live TV. Bon 1er novembre, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Dites à demain. À demain. Bye bye.